petit peu nouvelle qui nous permet de rendre accès très rapidement à des métiers concrets et surtout à des métiers qui sont assez porteurs, puisque des métiers en tension sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter. Donc, notre créneau, nous, c'est révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances. C'est ça qu'on essaye de faire tous les jours en créant des parcours différents. Notre approche, en fait, pour vous, c'est-à-dire pour les demandeurs d'emploi, c'est la possibilité d'apprendre, d'exercer un métier nouveau. Pour les entreprises, en fait, ça va être un moyen aussi nouveau et innovant d'accéder à des profils qui ne sont pas les profils habituels qu'ils vont recruter et des profils qui sont presque opérationnels dès le premier jour. Alors, pour comprendre les métiers auxquels on forme, il faut aussi comprendre l'écosystème dans lequel les personnes qu'on forme vont travailler. Donc, l'écosystème du marketing digital, il est à la fois assez simple et en même temps très compliqué. Déjà, pour parler du marketing digital, il faut parler d'Internet et de la base sur laquelle ça fonctionne. Donc, Internet, c'est quoi? Internet, c'est des gens qui se connectent à des gens. Ça, c'est assez classique. Ou qui se connectent à des sites Internet, des sites e-commerce, des sites de services ou des sites de contenu. Mais pour faire ça, aujourd'hui, vous devez d'abord acheter un device, un ordinateur, un mobile, une tablette, donc le commander, l'acheter, prendre un abonnement, etc. Vous devez aussi avoir un fournisseur d'accès, une box Internet, Free, SFR, Orange, etc., qui vous donne accès au réseau. Et de l'autre côté, on va avoir des hébergeurs qui hébergent ces sites Internet que vous allez consulter. Ça aussi, c'est pareil, tout ça, c'est payant, on paye un abonnement. Et puis, vous avez un certain nombre d'intermédiaires qui vont intervenir au milieu. C'est-à-dire se connecter à des gens sans outils de messagerie, sans outils d'emailing, ce serait quasi impossible. Sans réseaux sociaux, difficile de retrouver les personnes à qui se connecter. Sans moteur de recherche, ce serait quasi impossible. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont connu Internet avant Google. C'était très, très compliqué. Avant, on cherchait, maintenant, on trouve. En fait. Donc, ces intermédiaires, aujourd'hui, si vous y réfléchissez bien, vous ne les payez pas. Et si vous ne les payez pas, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent autrement. Aujourd'hui, le modèle économique qui fait fonctionner Internet, c'est le modèle de la publicité. Et pourquoi c'est le modèle de la publicité? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous vous connectez à ces sites, à ces réseaux sociaux, à ces moteurs de recherche, à ces outils d'emailing, à ces outils de messagerie, en fait, vous êtes attentif. Et ce moment d'attention, le site peut le monétiser, le proposer à des marques qui cherchent l'attention de consommateurs pour attirer leur attention sur un produit, sur une offre, sur un service. Donc aujourd'hui, tout le fondement du système, c'est celui-là. C'est un système d'attention, avec aussi ses dérives. Pour ceux qui ont vu le reportage Social Dilemma ou derrière nos écrans de fumée, en fait, vous voyez bien que ce modèle peut dériver. Mais aujourd'hui, c'est le modèle qui fait fonctionner le réseau et qui fait fonctionner le réseau depuis 20 ans. Alors, la publicité comme modèle économique, la publicité, elle ne fonctionne jamais aussi bien que quand elle prend la forme que le site a à proposer. Je m'explique. Vous êtes sur un site de journalisme, de journaliste, en fait, donc un site éditorial, l'Express, Le Monde, etc. Ils ne peuvent pas vendre leurs articles, ça, c'est pas possible. En fait. Par contre, ce qu'ils vont vendre, c'est l'espace disponible qu'ils ont à proposer. Donc, du coup, des pixels carrés, des rectangles, des affichages, des bannières, en fait. Et ça, c'est de l'espace sponsorisé. Quand vous êtes sur un moteur de recherche, par contre, le moteur de recherche peut vendre des résultats de recherche. Et là, on va avoir des résultats de recherche sponsorisés. Quand vous êtes sur un site de news, qui n'est pas forcément éditorial dans le sens journalistique du terme, il peut aussi vendre des news et les mettre en valeur. Un système d'emailing peut sponsoriser des emails. Un réseau social peut sponsoriser des articles, des posts, etc. Et un site e-commerce peut sponsoriser des produits. C'est ça qui fait aujourd'hui les disciplines du marketing digital. Les espaces sponsorisés vont être traités. Alors, on aime bien parler anglais dans ce domaine. Beaucoup de novlangues et d'anglais, je vous préviens tout de suite, il va y en avoir un paquet dans cette présentation. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement, parce que si je traduis, ce sera ridicule.
Donc, pour les espaces sponsorisés, on va parler de display advertising, donc de bannières. C'est une des disciplines, c'est le display. On va en reparler un peu plus tard, on va rentrer dans le détail de chacune, pas dans le détail absolu, l'idée c'est pas une formation qu'on va faire en 1 heure, là c'est juste de comprendre un petit peu de quoi on parle. Les posts sponsorisés, on va parler de social media. Les articles, les news sponsorisés, on va parler de native advertising. Les emails sponsorisés, d'email marketing. Les résultats de recherche sponsorisés, de search marketing. Et les produits sponsorisés, on va parler de retail media ou de shopping ads, etc. Donc, voilà les principales disciplines aujourd'hui du marketing digital et ce sont sur ces disciplines qu'on va s'appuyer pour construire nos formations. Alors tout ça, ça fonctionne dans un écosystème assez compliqué, avec un nombre impressionnant d'acteurs. En fait. Si on regarde l'annonceur qui est ici, et qui est celui qui est intéressé par ce moment d'attention qui est là, il va passer par tout un tas d'intermédiaires et de technologies qui vont lui permettre d'accéder à cette intention-là. Parce qu'il y a pléthore de sites, l'audience est, on dit, fragmentée, elle se retrouve sur plein de sites internet différents. Et donc, du coup, il va falloir en fait rentrer dans ce système et passer par des gens qui revendent les espaces publicitaires, les régies, les places de marché, les ad networks, qui eux-mêmes utilisent des technologies qui vont permettre au site de rendre ça disponible. Les agences, en fait, les agences sont des entreprises qui vont acheter à ces gens-là, vont utiliser des technos d'achat ou négocier l'achat en direct. Et puis, on va utiliser des outils pour traiter la donnée, pour vérifier qu'on est diffusé dans des bons environnements, pour faire de la veille, faire des études, ou pour tout simplement mesurer les performances des campagnes qui sont faites, car c'est un des points forts du réseau Internet, c'est cette capacité à mesurer les résultats en direct. Si on rentre un peu plus en détail dans les disciplines, on peut parler du display. Donc, le display, c'est quoi? C'est tout simplement des bannières avec une valeur assez simple qui est l'affichage. Alors, on parle de bannières, mais on parle aussi de vidéos. En fait, c'est tous les espaces qui vont utiliser des éléments graphiques, images ou texte. Quand on a dit ça, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large qu'on l'imagine. En fait, on est loin de la simple bannière, puisqu'en fait, on va avoir, en fonction des acteurs, on va avoir des formats classiques, les bannières, vidéos, opérations spéciales, des habillages total de pages, des articles dédiés, etc. Des formats audio, quand vous allez sur Spotify ou Deezer, vous avez de la pub audio. Et puis 2 modes d'achat sur lesquels on va revenir. Et puis, en fonction du device, que vous soyez sur du desktop, donc un ordinateur de bureau, un téléphone portable, ou même maintenant sur votre télévision, puisqu'avec la télé adressée, l'IPTV, on peut acheter de la publicité maintenant directement comme ça, et donc on est quasiment sur de la publicité digitale. En fait, on va forcément avoir des métiers et des disciplines différentes. Alors, les formats classiques de bannières, on les connaît, la bannière, la méga bannière, le pavé, le grand angle, le skyscraper, etc. C'est juste pour vous donner des exemples. Et c'est aussi pour vous dire que tout ça, ça grandit énormément. Et avec l'arrivée du mobile, on s'est retrouvé avec pléthore de formats qui se rajoutent à tout ça et qui vont en fait donner un panorama en fait, des possibles assez énorme. Et donc, c'est cet échantillon ou ces échantillons de bannières qui vont faire que les métiers vont devoir s'adapter et les personnes qui y travaillent vont devoir s'adapter tous les jours pour adopter les nouveautés. Sur la vidéo, c'est pareil. On a 2 formats principaux de vidéo. La vidéo en fait qui est outstream ou la vidéo in-read, c'est la vidéo qui s'affiche dans des articles. En fait, vous êtes en train de lire un article et puis vous avez une vidéo qui apparaît au milieu de l'article. Puis vous pouvez continuer à lire ou regarder la vidéo. Ou vous avez la vidéo pré-roll, celle qui apparaît in-stream aussi, on dit, c'est-à-dire dans le flux. C'est celle qui apparaît avant une vidéo YouTube, par exemple. Mais ça peut aussi être du mid-roll ou du post-roll, une vidéo qui apparaît pendant ou après. Sur les longues vidéos YouTube, vous avez par exemple des cas où vous vous retrouvez avec des vidéos au milieu ou des vidéos à la fin. Dans le display, il y a une sous-discipline du display qui s'appelle le native advertising. En fait, le native advertising, il est venu d'un constat assez simple. C'est une certaine lassitude pour la publicité bannière avec des formats très intrusifs qui se mettaient complètement au milieu. Il y a eu une époque où c'était quand même le Far West. Les réseaux sociaux qui arrivaient en masse au début de la décennie, là, et le mobile aussi, qui depuis 2014 est devenu, on va dire, un outil, l'outil prépondérant de navigation sur Internet. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de la moitié des internautes qui sont sur mobile.
quand ils naviguent. Et donc, il fallait un format beaucoup plus intégré, un format qui dérange moins l'internaute, un format qui va être un peu plus en lien avec le contenu et le contexte dans lequel on va le consulter, et aussi un format qui va s'adapter quel que soit le device sur lequel on le consulte. Et pour ça, en fait, on a inventé le native advertising. Alors, native advertising, c'est quoi? C'est un format intégré au contenu. Donc, c'est un bout du contenu qui est sponsorisé. Ça prend deux formes. Ça prend soit des formes de petits morceaux de news qui sont mis au milieu d'un fil de news et qui vont être publiés. Et c'est par exemple les posts sponsorisés de Facebook, c'est une forme de native advertising qu'on retrouve dans le social media, mais c'est la même chose puisque ça utilise le format natif du site. Ça va être sur la homepage de Yahoo ou d'autres sites, vous allez avoir au milieu de plusieurs news, vous allez en avoir où il y a écrit news sponsorisé. Et ça va être aussi un autre format qui est le format des modules de recommandation qu'on retrouve assez souvent en fait sur les sites en bas des articles où on a ailleurs sur le web, contenu sponsorisé par Ligatus, Outbrain, Taboola, en fait, qui sont les grands réseaux qui vont permettre en fait de créer du contenu, enfin pas de créer, mais de sponsoriser du contenu et de faire en sorte que la navigation de l'internaute, une fois qu'il a lu son article, rebondisse ensuite sur quelque chose. Ça, c'est le native advertising. Alors, comment on achète le display et les native ads? Aujourd'hui, il y a deux modes d'achat. Et pour comprendre les métiers, il faut comprendre ces deux modes d'achat. Il y a le mode d'achat gré à gré, qui consiste à négocier, quand on est en agence, avec une régie Internet, l'inventaire, c'est-à-dire les espaces sur lesquels on veut être diffusé, en fait, les contextes dans lesquels on veut être diffusé. Et donc, le gré à gré, c'est un moyen pour la marque d'être sûre qu'elle sera diffusée sur ce site-là, par exemple sur la homepage de Au Féminin, sur un format pavé, etc., pendant toute une journée, avec des garanties et un prix qui a été négocié à l'avance. Et puis, il y a le format programmatique qui, lui, est complètement différent, où là, en fait, on va passer par des interfaces dans lesquelles on va programmer des enchères et plus pour être tout à fait sur des sites précis, même si on peut le faire, mais ce n'est pas l'intérêt majeur du système. Le système va être surtout de cibler des audiences, en fait. D'aller chercher des sites qui sont, enfin, pas des sites justement, mais des sites visités par des personnes qu'on cherche. Et donc ça, c'est un mode d'achat complètement différent, complètement itératif, basé sur une recherche sans arrêt de la performance et une optimisation en continu. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans une interface, on programme des campagnes, on cible des audiences, on va chercher des inventaires, on va chercher aussi, on va placer des enchères, donc des prix minimum, maximum qu'on est prêt à payer, on va faire des deals, etc. Et c'est tout ça qui va faire qu'on est affiché ou pas à chaque instant sur une bannière. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un site s'affiche, à chaque fois qu'une bannière s'affiche, derrière, il y a eu, alors c'est 120 millisecondes à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle une bid request, donc en fait, une mise aux enchères de cet espace publicitaire. Et cet espace publicitaire, il a été mis aux enchères pas seulement parce qu'il était sur ce site, mais parce que c'est vous qui étiez en train de le regarder. Alors vous, ça n'a rien à voir avec comment vous vous appelez ou où vous habitez, même si on peut géotargeter, mais ça a surtout à voir avec comment on a représenté à ce moment-là votre intention d'achat, etc. sur des produits. On va en parler un peu plus tard. Donc, les métiers qu'on a dans le display et le native advertising, ça va être par exemple acheteur display, media planner. Donc là, c'est la personne qui va faire du gré à gré. On dit aussi, en général, c'est des media buyers. En fait. Donc, c'est des gens en fait, qui vont faire un plan média, voir sur quel site il faut être diffusé, et ensuite aller chercher en fait, les bonnes régies pour acheter sur ces sites, négocier avec les commerciaux des régies, et suivre ensuite la livraison en fait, de ces espaces. Et puis, on va avoir les chefs de pub, ça, c'est les commerciaux du côté des régies. C'est ceux qui vont valoriser ces espaces publicitaires, faire en sorte de les packager et les proposer justement aux acheteurs display qui sont là. Dans le mode programmatique, on a le trader média. Le trader média, c'est la personne qui va programmer les campagnes. Alors, quand je dis programmer, ce n'est pas du code. Jamais, à aucun moment, on est amené à taper du code. Là, en fait, on est dans des interfaces. Et dans ces interfaces, en fait, on va, par des menus déroulants, des pop-up, etc., choisir de s'afficher sur tel site, etc. Donc ça, c'est un truc important, c'est qu'on n'est pas du tout dans un univers de développeurs. On est dans un univers de paramétrage, de commerciaux, de gestion client, de gestion de projet, de stratégie publicitaire ou de stratégie marketing.
Ensuite, on a les responsables de clientèle. Donc là, ce sont les commerciaux côté agence, ou les account managers aussi, on dit, qui sont les gens en fait qui vont porter la stratégie, porter la relation client, faire le lien avec les experts. Et puis les business développeurs. Hein. On a une formation en ce moment avec Rocket School qu'on fait ensemble pour former des business développeurs dans l'univers de la tech. Et donc ça, les business développeurs, ça va être des gens qui sont tout simplement censés vendre en fait ces espaces aux agences et aux annonceurs. Donc voilà globalement un panorama des métiers. On pourra y revenir après s'il y a des questions dessus. Ensuite, si on regarde le search marketing. Donc le search marketing, c'est quoi? Le search marketing, c'est ce qui se place entre un utilisateur et un objectif. La grande différence entre un moteur de recherche et n'importe quel autre site, c'est que quand vous allez sur un moteur de recherche, vous avez une idée bien précise de ce que vous allez chercher. C'est pas comme quand vous allez sur Le Monde pour lire les derniers articles ou quand vous vous baladez sur YouTube de vidéos de chatons en vidéo de chatons. Le principe même du moteur de recherche, c'est j'arrive, j'ai une recherche à faire, je tape un mot, je trouve et je pars. Et donc, pour un moteur de recherche et surtout pour une boutique, l'intérêt majeur, c'est de se trouver exactement entre l'utilisateur et son besoin. Puisqu'en fait, vous êtes sympa, vous le donnez, votre besoin. Si vous tapez veste femme dans Google, vous êtes en train de déclarer que vous cherchez une veste femme. Si je suis une boutique qui cherche des vestes femmes, forcément, ça va m'intéresser d'être à ce moment-là positionné sur ce mot-clé. Et j'ai 3 manières d'être positionné sur ce mot. Je peux payer pour que mon produit apparaisse. C'est les petites vignettes qui apparaissent en haut, hein, donc qui sont payantes. On va payer à chaque fois que l'utilisateur clique dessus. Je peux payer pour que mon offre apparaisse. Ce sont les annonces sponsorisées, les liens sponsorisés qu'on trouve aussi en général dans les 4 premières positions. Et puis, ou à la fin de la page. Ou alors, je peux optimiser mon site pour qu'il apparaisse naturellement dans les moteurs de recherche. Alors, si on regarde comment ça marche, les shopping ads, donc le Google Shopping, hein, comment ça marche? Je suis une boutique, j'ai un site internet, j'ai une base de produits. Je vais la charger dans un système qui s'appelle Google Merchant Center et je vais placer dans Google Ads, dans l'interface de Google, des enchères. Et à chaque fois que quelqu'un va chercher un produit et que Google pense que mon produit est pertinent pour ce mot-clé-là, il va le faire apparaître ici. Et quand la personne va cliquer, je vais payer un coût au clic, basé sur à la fois mon enchère et plein d'autres paramètres définis par Google. Je peux aussi payer pour que mon offre apparaisse. Donc là, c'est différent. Là, c'est moi qui vais choisir les mots-clés sur lesquels je veux apparaître. Donc, je vais créer une liste de mots-clés, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million de mots-clés. Ça va vraiment dépendre de la problématique. Et je vais rédiger des annonces, là, ça, qui vont apparaître quand la personne tape ce mot-clé. Et bien évidemment, il va falloir que cette annonce soit ultra pertinente par rapport à l'intention qui se cachait derrière le mot-clé. Quelqu'un qui a tapé veste femme, si j'estime que son intention c'est d'acheter une veste femme, en fait, à ce moment-là, il faut que je lui annonce, que je lui propose une offre autour de veste femme, pas une offre autour des vêtements. C'est pas pertinent. Même si c'est une veste femme, c'est un vêtement, c'est moins pertinent que quelqu'un qui proposerait directement une veste femme. Si quelqu'un tape voyage pas cher, je vais lui proposer de partir en voyage pas cher. Je vais pas lui proposer un voyage aux Maldives ou à l'autre bout du monde en hôtel de luxe. Vous voyez, c'est ça la pertinence en fait. Et donc je vais créer une annonce qui propose vraiment quelque chose qui correspond à ça. Et là, vous le voyez ici dans cet exemple, hein, vacances et séjours jusqu'à moins 60%, offre de dernière minute, bon plan, paiement en 4 fois, bon rapport qualité-prix, etc. Je vais être dans quelque chose de totalement cohérent par rapport à ça. Désolé, je reviens un coup en arrière. C'est pas grave. Mince. Hop, voilà. La troisième façon d'apparaître dans un moteur de recherche, donc, c'est d'optimiser son site internet pour qu'il apparaisse. Et là, on va parler de référencement naturel, contrairement au référencement payant ou aux liens sponsorisés. Là, comment ça marche? En fait, je vais optimiser la technique du site, donc je vais faire en sorte que le site soit fluide, qu'il soit rapide à charger, etc. Et je vais optimiser son contenu pour qu'à la fois il soit pertinent, mais aussi qu'il soit relayé et populaire, c'est-à-dire que les gens fassent des liens vers mon contenu, parce que Google va considérer ça comme un élément super important, la popularité de mon site. Et je vais aussi optimiser la structure de mon site, c'est-à-dire que je vais regrouper les contenus en unités sémantiquement viables qui vont permettre en fait
de faire en sorte que Google se dise « Ok, là, il parle de chaussettes, là, il parle de pantalons, là, il parle de vestes, etc. » Et puis, je vais attendre, car en fait, Google va envoyer des robots qui vont scanner les sites assez régulièrement et petit à petit va indexer ces contenus et les rendre accessibles dans son moteur de recherche pour qu'ensuite, quand quelqu'un tape un mot-clé pertinent, je m'y retrouve. Le search, c'est aussi Amazon. Ce n'est pas que Google, Bing, etc. C'est aussi les sites e-commerce, Amazon, Cdiscount et compagnie, car aujourd'hui, quand on cherche un produit, très souvent, on va aller directement sur Amazon, directement sur Cdiscount, directement sur la Fnac, et taper dans le moteur de recherche de ces sites-là un produit. Et ça fonctionne exactement de la même manière, car ces sites vont proposer, tout comme Google, des liens sponsorisés, comme vous voyez ici, là, des produits mis en avant, etc. Donc, on est aussi là dans du marketing de recherche. Et on va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire créer des campagnes, etc., avec un paiement au clic, exactement comme les liens sponsorisés. Les métiers du search, en fait, je vais mettre en valeur juste 3 métiers, là, qui sont vraiment les 3 principaux métiers aujourd'hui sur lesquels les annonceurs recrutent. On va avoir l'expert SEA, donc Search Engine Advertising, ou l'account manager search, ou l'expert paid search. Malheureusement, dans ce secteur, les métiers ont 10 ou 15 libellés à chaque fois pour le même métier. Donc ça, c'est la personne qui va monter les campagnes sur Google, qui va choisir les mots-clés, qui va rédiger les annonces, etc. Les alumni pourront vous en parler en fait de ce métier, mais qui va aussi analyser les performances et optimiser ses campagnes en fonction des performances. Donc analyser des listings de chiffres, des tableaux, des graphiques pour voir comment la campagne s'est comportée et qui va en fait optimiser, qui va travailler avec les algorithmes de Google aussi, parce qu'aujourd'hui l'optimisation est en partie manuelle, mais beaucoup automatique, pour améliorer les performances et pour faire en sorte que les ventes soient meilleures. La même chose va se passer sur Amazon, et là on va parler plutôt d'experts retail média, experts média e-commerce, etc. Parce qu'en fait c'est assez spécifique, puisqu'on va se retrouver à optimiser des fiches produits, parce que la personne ne va pas sur le site internet, qu'elle reste dans le site Amazon par exemple ou Cdiscount. Et puis, on va parler d'experts SEO, donc les chefs de projet SEO, les chargés de référencement naturel, les experts techniques SEO, les experts éditoriaux SEO, etc., qui en fait sont les personnes qui vont travailler sur l'optimisation du site internet et de son contenu pour faire en sorte que naturellement, il apparaisse sur Google. Et évidemment, tous ces métiers travaillent ensemble. Parlons maintenant du social media. Donc, le social media, c'est quoi? C'est le fait de promouvoir une marque ou un service sur un réseau social, tout simplement. Aujourd'hui, être présent dans le web social, c'est être présent sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etc. Pour être présent dans le web social, il faut se créer d'abord un profil d'entreprise, mais si vous créez juste un profil d'entreprise, autant dire, autant rien faire, parce que personne ne va être fan de votre boîte juste parce qu'il vous aime bien, quoi. Grosso modo, ça n'a absolument aucun intérêt, sauf si ce n'est pour suivre de l'actualité, parce que vraiment, il y a quelque chose à suivre dessus, mais globalement, naturellement, les gens n'iront pas. En général, par contre, on peut promouvoir les posts qu'on va faire sur cette page ou créer des publicités vraiment spécifiques. Là, ce sont 2 exemples de publicités sponsorisées Facebook. Ou LinkedIn d'ailleurs, non, c'est de Facebook là. Et en fait, on va avoir en fait la possibilité de faire la promotion d'une actu, de promouvoir sa page, de vendre un produit directement dans une pub, d'annoncer un événement, etc., etc. Ça, c'est la publicité. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etc. offrent aujourd'hui des dispositifs publicitaires comme celui-là pour faire de la promotion. Ça, c'est par exemple les exemples de formats que proposait Facebook. Ils en ont regroupé maintenant un paquet. Quand on est dans l'interface de Facebook. Donc, comment ça marche le social media? Vous allez sur une interface, exactement comme en programmatique, que j'expliquais tout à l'heure. Vous programmez les cibles sur lesquelles vous voulez que vos publicités s'affichent, des enchères et un mode de diffusion. Et comme ça, vous allez avoir vos pubs qui sont diffusées et surtout, vous allez pouvoir les suivre en temps réel, comprendre est-ce qu'il y a des gens qui cliquent dessus, est-ce que les gens s'engagent, est-ce que les gens achètent sur le site si c'était l'objectif, etc., etc. L'autre façon d'être présent dans le web social, ça va être d'utiliser des ambassadeurs. Donc, on peut utiliser des personnes, en fait, des particuliers, qui vont se retrouver comme étant des influenceurs de la marque. Alors, ça peut être des gens qui sont juste
très connus sur un secteur donné, comme ça peut être des stars en fait, hein, comme ça peut être aussi des gens qui sont réputés pour avoir un bon goût dans la restauration, par exemple, ou qui aiment la cuisine, et qui du coup vont pouvoir faire la promotion de ça. On va avoir un certain nombre d'opérations d'influence marketing, comme ça, des kits de buzz, sponsoriser un contenu, placer un produit, l'unboxing, le takeover, en fait, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de marketing digital aujourd'hui, juste de vous montrer l'étendue des possibilités offertes par ce support. Donc, comme métier, on va avoir deux grandes familles de métiers dans le social media. On va avoir d'un côté les personnes qui gèrent des campagnes social media, donc les account managers social ads, les social media managers ou les traders social. Donc, on va avoir des personnes en fait qui vont dans ces interfaces, qui vont analyser les chiffres, qui vont choisir les cibles, qui vont créer les éléments publicitaires. On parle juste d'images et de petits textes là, hein, ou utiliser ceux qui sont fournis par la marque pour afficher ces campagnes et qui vont surtout analyser les résultats et proposer des optimisations. Et puis on a les community managers, un métier qui n'a strictement rien à voir, où là, par contre, on va plus être dans la relation avec les personnes en fait et la marque, où on va représenter la marque en fait en animant les réseaux sociaux, en créant des posts, en créant des événements, etc., etc. Alors, chez Origami, on ne forme qu'à ces métiers-là, pour l'instant en tout cas, qui sont les métiers de Social Ads Manager, donc tous les métiers de la publicité. Et aujourd'hui, ce sont les métiers qui recrutent, ils sont là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Autant plein de gens sortent d'écoles de commerce avec une grande idée d'être community manager ou parce qu'ils savent écrire ou parce qu'ils savent communiquer, veulent être community manager. En fait, autant aujourd'hui, social media manager, gérer de la pub sociale, aucune école ne vous rend opérationnel à ça, en fait. Et donc, du coup, il faut l'apprendre ensuite sur le tas. Enfin, on va parler data, parce que tout ça, ça ne fonctionnerait pas si on ne pouvait pas mesurer ce qu'on fait et surtout si on ne pouvait pas cibler de manière un peu plus précise les consommateurs. Comment ça fonctionne tout ça? Ça fonctionne grâce au tracking. Alors, le tracking, ce n'est pas le grand méchant loup, hein, c'est un simple système qui permet de reconnaître un utilisateur entre deux visites. Quand vous allez sur une page internet comme là, yahoo.fr, en fait, au moment où la page s'affiche, ça va chercher du contenu sur un serveur, le serveur de Yahoo, et à ce moment-là, Yahoo a le droit de poser un petit fichier texte sur votre ordinateur, associé à son nom de domaine. Il n'y a que lui qui a le droit de lire ce fichier ou de le modifier. Aucun autre site n'a le droit de le lire. Et ce cookie, ce petit fichier texte, va être utilisé par Yahoo pour vous reconnaître quand vous retournez sur ce site. Mais il ne va pas reconnaître vous, votre prénom, votre nom, votre adresse, etc. Ce qu'il va juste savoir, c'est que c'est le même numéro d'utilisateur qui revient. Et ça va permettre pour lui de ne pas vous afficher deux fois la même pub, de commencer à comprendre qui vous êtes, etc., etc. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un cookie primaire, un cookie first party. Il se trouve que Yahoo peut aussi faire appel à un autre site, à un moment donné, qui va être un serveur de tracking. Appelons-la ici tracking.fr. Et donc, cet autre serveur, au moment où il va être affiché sur cette page-là, alors ça ne s'affiche pas, hein, c'est un petit pixel transparent ou un bout de code JavaScript, en fait, il va lui aussi avoir le droit de mettre un cookie. Mais le nom de domaine de ce cookie va être différent du nom de domaine de la page que vous regardez là. On appelle ça un cookie third party, un cookie tiers. Ce sont en ce moment les cookies qui font polémique et dont la mort a été annoncée par Google, qui dit les cookies tiers, on n'en veut plus. Safari, ça faisait déjà longtemps qu'il les refusait. Et donc l'industrie publicitaire est en train de s'adapter petit à petit pour essayer de trouver des solutions alternatives et des modes de ciblage alternatifs, car le cookie tiers, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on arrive à retrouver un consommateur intéressé par les voitures, par les fleurs ou par les petits pois. C'est grâce à ce cookie tiers qu'on arrive aussi à faire en sorte que vous ne voyez pas 15 fois la même publicité. C'est grâce à ce cookie tiers qu'on arrive à faire en sorte de retrouver quelqu'un qui avait vu une fiche produit et lui réafficher le produit qu'il avait vu dans une bannière, etc., etc. Et donc, tout ça, aujourd'hui, les annonceurs et les agences et les technos trouvent des solutions alternatives. Google a proposé une solution alternative, etc., pour pouvoir faire à peu près les mêmes choses, tout en préservant la vie privée et la sécurité. Les types de données qu'on va récolter
de cette manière et de plein d'autres manières, hein, vont être des données déclaratives et des données comportementales. Les données comportementales sont très importantes car elles permettent de définir a posteriori des données déclaratives. Par exemple, la localisation, qui est une donnée comportementale, c'est-à-dire je vois où vous êtes localisé parce que votre téléphone m'autorise à vous localiser, et qu'en fait, tous les soirs, vous arrivez à un endroit et tous les matins, vous le quittez, au bout d'un mois, je peux, sans me tromper, dire que c'est là que vous habitez. Et donc, j'ai une bonne idée de votre adresse. En fait. Et ça, c'est justement toute l'utilisation qu'on peut faire des données comportementales qui vont permettre, une fois interprétées, de comprendre pas mal de choses. Ces données, elles vont permettre de mesurer déjà les performances, tout simplement. De dire, OK, cette personne a vu cette pub, elle a cliqué sur cette pub et elle a acheté ce produit, donc la pub a fonctionné. Ça va être aussi des données qui vont permettre de qualifier. OK, cette personne est allée 12 fois ces 3 derniers jours sur un site de voyage, elle est en train de chercher un voyage. Mais c'est aussi des données qui vont prédire. Tiens, cette personne a fait telle action, telle action, telle action. En général, les gens qui font ça, ensuite, ils font ça. Donc, il y a 9 chances sur 10 que cette personne fasse ça maintenant. Donc, c'est aujourd'hui les usages et c'est ce que les data analystes font quand ils essayent d'utiliser toutes les données qui sont collectées, soit par le tracking, soit par d'autres systèmes qui vont autour. Grâce à ces données, en fait, on va créer une sorte d'ADN, l'ADN du consommateur actuel internaute, hein, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé sur d'autres canaux, qui vont être son profil, quel âge il a, son genre, les revenus, les foyers, etc., qui vont permettre de segmenter la communication, ses intentions. Par exemple, si vous êtes en train de déménager à un moment de vie, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez besoin d'une connexion, d'une nouvelle box Internet. Donc voilà, ces moments de vie vont être assez importants, à la fois aussi pour des gens qui veulent proposer les produits au bon moment, au moment où les gens en ont besoin. Les achats que vous faites d'habitude, la lassitude que vous avez par rapport à un produit, votre prochaine action, etc. On va avoir aussi un certain nombre de choses autour des préférences. Quel produit vous préférez d'habitude, quel type d'offre vous préférez, par quel canal vous achetez, à quel moment vous achetez, etc. Ou des étapes de parcours entre le moment où je ne vous connais pas et le moment où vous êtes presque un client. Et tout ça, en fait, va me donner un certain nombre de paramètres qui devraient normalement changer la manière dont je communique avec la personne. Quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, je n'ai pas le même message à lui délivrer, puisque je dois l'éduquer, etc., autour de mon produit, alors que quelqu'un qui me connaît déjà très bien, je n'ai pas besoin de faire ça, et par contre, il faut que je lui propose des produits complémentaires, etc. Donc là, en termes de métier, en fait, on va avoir des métiers, donc chef de projet de tracking. Donc là, ce sont les personnes en fait qui vont, on appelle ça aussi les AdOps ou les trafficking managers, les chefs de projet trafficking. Enfin bref, il y a tout un tas de types de métiers qui tournent autour de ça. Et on va avoir là en fait des métiers qui consistent à mettre en ligne les campagnes, à mettre en ligne tous les éléments de tracking, donc qui sont des métiers assez techniques, mais aussi à vérifier que ça fonctionne, à récupérer les performances et parfois, dans certains cas, à les analyser. On va avoir aussi les web analystes, donc les experts web analytics. Donc là, ce sont les personnes qui vont mettre en place les systèmes de tracking on-site, donc c'est plutôt Google Analytics ou des choses comme ça qui permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur les sites Internet. Et ces experts-là vont plutôt analyser les parcours des clients, où est-ce qu'ils sortent du site, qu'est-ce qu'ils font, etc., pour proposer des optimisations. On parle aussi de CRO, Conversion Rate Optimization, des optimisations qui vont permettre de rendre le site plus performant, de vendre plus ou de faire en sorte que les gens voient plus de contenu sur le site. Ce sont les deux métiers principaux sur lesquels nous on forme aujourd'hui, auxquels on peut ajouter les data analystes. Si une personne a déjà un background en statistique, on peut se dire qu'elle peut devenir data analyst spécialisée dans le marketing digital. On parle aussi d'insight analyst, il y a plein de noms dessus. Et après, on a d'autres métiers de la data et du tracking, comme les data scientists, auxquels nous on ne forme pas, en tout cas sur ces métiers-là. Mais si on regarde aussi globalement tous ces canaux, alors je ne vais pas parler de l'email, je ne vais pas parler de l'affiliation, etc. J'ai parlé là des métiers les principaux sur lesquels aujourd'hui les sites recrutent, enfin les boîtes recrutent et les agences aussi. On va avoir aussi chez l'annonceur des profils un peu plus généralistes, des profils qui vont être responsables de l'ensemble de ces canaux, soit à piloter des agences ou des équipes qui le font,
C'est en général le rôle des responsables acquisition. Donc, eux, ils sont un peu la tour de contrôle et ils vont piloter les agences ou l'agence et piloter les experts pour faire en sorte de maximiser le retour sur investissement ou le Return on Ad Spend, ROAS, de leur campagne média. Et puis, on va avoir les growth marketers qui sont des profils beaucoup plus actifs, donc beaucoup plus hands-on, comme on dit, qui ont les mains dans le cambouis, qui vont à la fois faire de la stratégie et de l'analyse et de l'implémentation. Donc nous, voilà, aujourd'hui, nos formations amènent aussi vers ces métiers-là, qui sont growth marketer étant un métier finalement assez nouveau dans l'esprit parce que la philosophie du growth marketing est assez différente de la philosophie traditionnelle des médias, dans le sens où on va être beaucoup dans le test, beaucoup dans l'implémentation, beaucoup dans l'adaptation aux consommateurs. Alors, on propose, nous, aujourd'hui, 3 parcours de formation, pour l'instant, qui amènent vers une dizaine de métiers, une douzaine de métiers. Déjà, tous nos parcours, ils sont construits sur 3 piliers. Un pilier qui correspond plus au réseau et à la connaissance de l'écosystème dans lequel on va travailler. Donc une version, on va dire, beaucoup plus approfondie que ce qu'on a vu là, où l'idée, là, c'est de comprendre qui sont les acteurs, de commencer à les connaître, d'être capable de se constituer votre premier réseau, en fait, et de savoir dans quel environnement vous allez travailler. Le deuxième pilier qu'on apporte dans la formation, c'est ces connaissances théoriques, hein, donc ces connaissances techniques, qui vont être validées par la pratique. On met beaucoup l'accent sur la pratique chez Origami. Donc là, l'idée, c'est apprendre un métier opérationnel, hein, avec tous nos intervenants sont des professionnels qui pratiquent encore, et commencer à le pratiquer à petite échelle pour voir réellement comment ça fonctionne. Et enfin, le développement personnel ou les soft skills, qui est une part importante aussi pour nous du pilier, car c'est la troisième raison qui va faire que vous allez réussir dans le milieu du travail. Hein. Il y a le réseau, les connaissances techniques, mais aussi votre capacité à vous adapter à votre environnement et votre capacité à valoriser vos compétences. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec des coachs, avec des ateliers, avec même de l'équi-coaching dans certains cas. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel on vous accompagne. Origami, ça n'a pas été conçu comme une école. Ce n'est pas non plus le centre des Jedi, mais un peu. Surtout là, cette image, elle veut illustrer le fait qu'on sait aujourd'hui qu'il faut pratiquer pour apprendre. Sans pratiquer, on n'apprend pas. Et donc, on a fait évoluer nos formations de promo en promo vers de plus en plus de pratiques, de plus en plus d'autonomie, pour faire en sorte de concevoir ce parcours académique plutôt comme l'onboarding dans une entreprise. C'est-à-dire que les 3 mois chez Origami, c'est un peu comme si vous étiez dans l'entreprise idéale qui prend le temps de vous former les 3 premiers mois, tout en vous faisant démarrer sur des projets. Et donc, plus on avance dans notre évolution hein, de parcours pédagogique, plus on va vers cette direction-là et plus on essaye de faire en sorte que nos profils, quand ils sortent de la formation, ils soient opérationnels le premier jour. Alors, évidemment, ce n'est pas possible en 3 mois de vous rendre senior sur un domaine, en fait, hein, évidemment, et on améliore à chaque session ça de plus en plus, mais vous allez gagner un temps dingue, et la boîte surtout qui vous onboard va gagner un temps dingue parce qu'elle n'a pas besoin de vous expliquer tout ce que vous avez compris pendant la formation. Comment ça marche cette formation? Donc la première étape, c'est une étape de sélection. On a entre 16 et 20 places par session, et pour information, on a entre 200 et 800 candidats par session. Donc, la sélection est très importante. Malheureusement, on ne peut pas prendre les 200 candidats pour 2 raisons. Un, parce que ça n'aurait pas de sens d'un point de vue pédagogique. Hein. Si on avait des classes de 50, ça ne fonctionnerait pas. Hein. C'est pour ça qu'on maintient nos classes entre 15 et 20. C'est le chiffre idéal en fait en termes de dynamique de groupe et en même temps de capacité à traiter un par un et une par une les personnes. Et donc, on va faire une sélection. Mais cette sélection, encore une fois, notre créneau, c'est l'égalité des chances. Hein. On veut qu'elle soit faite uniquement sur des bases objectives, ou en tout cas le plus objectif possible. Et c'est pour ça qu'elle est faite sur des tests de personnalité, des tests de logique, qu'on vous fait passer en aveugle, et qui du coup nous permettent de faire un premier tri sur des profils. Ensuite, il va y avoir une session d'entretien qui vont nous permettre de valider cette session de test.
Et on va démarrer sur un bootcamp. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos 15-20 profils, en fait, ils vont démarrer sur un bootcamp d'à peu près 3 mois, très intense, 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Hein, les anciens pourront vous en parler. Hein. Le premier mois, c'est très difficile. Hein, il faut se remettre dans le bain, c'est compliqué. On apprend plein de nouvelles choses en même temps. En général, à la fin du premier mois, on est complètement rincé. On va jouer sur des simulations, on va vraiment travailler autour de ça. Ça va faire 9h30, 18h tous les jours. Évidemment, en ce moment, c'est en ligne, hein, c'est pas en présentiel, mais d'habitude, on est plutôt en présentiel, avec quelques parties online. Et donc là, vous allez apprendre un métier. Donc en fonction du parcours, ça va être différents métiers. Et puis ensuite, on va enchaîner, généralement, sur un contrat d'alternance de 12 mois, parce que pour démarrer dans ce secteur, il faut avoir une expérience. Aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux à vous être fait refouler à des entretiens parce que vous n'aviez pas l'expérience nécessaire, parce que vous étiez trop junior ou parce que vous n'aviez pas les compétences. Et donc, cette période d'alternance, en fait, c'est la période qui va nous permettre de vous faire acquérir ces compétences-là. Donc, Origami a beaucoup évolué dans son approche, en fait. Hein. Au départ, on plaçait les personnes directement en CDI du mieux qu'on pouvait. Aujourd'hui, on a cette phase-là qui permet de placer beaucoup plus de monde, qui permet d'être beaucoup plus soft dans le démarrage, qui permet d'avoir un contrat assez clair entre l'entreprise, l'apprenant et nous, sur la continuité du format. Ça n'empêche pas qu'on a encore des gens qui sortent du bootcamp et qui démarrent directement en entreprise en CDD ou en CDI. Mais le format classique, c'est celui-ci. Alors cette alternance, elle a un avantage pour tout le monde, c'est qu'elle se fait beaucoup en ligne. 4 heures d'e-learning par semaine, ce qui fait qu'il n'y a pas l'aller-retour école-entreprise, etc. Et pour être honnête, on apprend quand même 10 fois plus dans l'entreprise qu'à l'école au final. Sauf 2 semaines qui se passent en mode projet à l'académie, plus une 3e semaine qui est à la fin, qui est le rond orange là, sur de l'évaluation. Donc voilà le parcours type. Les 3 types de parcours qu'on propose, ça va être donc opérationnel du marketing digital, ça va être tous les métiers autour du search marketing, du social media, du display advertising et une partie du tracking, avec maintenant le global qui est le growth marketing, donc le fait de combiner tous ces leviers entre eux avec en plus des créations de contenu, etc., qui va faire qu'on est capable de porter de la croissance grâce au digital pour une entreprise. On a un parcours spécialiste data pour le marketing digital, où là, on va apprendre à la fois les leviers, mais aussi le tracking, la data analyse, etc., ce qui va permettre d'avoir une vision assez globale du marché. Alors ce parcours-là, typiquement, on est en train de complètement le refondre pour l'adapter un peu plus à la demande du marché, parce que ça, c'est notre créneau, hein, c'est toujours être le plus proche de la demande des entreprises. Hein. Et donc là, typiquement, on va remplacer Python par d'autres systèmes, plus par de la data visualisation, de l'UX, de l'optimisation de la conversion, etc. Donc ce parcours est en train d'évoluer énormément. Et puis un 3e parcours qui est expert SEO ou référencement naturel, où là, en fait, on parle uniquement de optimiser un site et son contenu pour le rendre disponible sur Google, sur Bing, sur Quant, etc. Et pour faire en sorte que quand on cherche quelque chose qui est en relation avec ce que propose le site, on trouve le site dans les premiers résultats. Et donc là, on va avoir un parcours de 3 mois avec des experts autour de ça. Ça va nous conduire à une dizaine, comme je vous disais, de métiers. Hein. J'en ai compté 12, mais il y en a plein d'autres, qui vont être chargés de marketing digital ou chargés de web marketing, gestionnaire de campagne search, social media manager, trader média, growth marketer, chef de projet SEO, expert éditorial SEO, expert technique SEO, web analyst, conversion rate optimization, performance analyst, chef de projet data, chef de projet tracking, etc. etc. Pour postuler, c'est assez simple. Il faut se rendre sur origami.com. Les candidatures sont actuellement ouvertes pour 2 parcours, le parcours SEO et le parcours marketing digital. Le parcours data, ça ouvrira probablement en janvier pour un parcours qui démarrera en avril. 3 étapes assez simples. Vous remplissez un premier formulaire, vous parlez de vos motivations et vous passez des tests sur Assess First pour l'instant. Et ensuite, Laura, si vous avez la chance d'être sélectionné par Laura, vous passez un entretien avec nous pour passer la dernière étape. On vous expliquera ça peut-être un peu plus en détail s'il y a des questions. Et je vais juste faire un point sur le financement avant de laisser Laura prendre le relais et sûrement de laisser parler Emna et Ajar. La gratuité, pour nous, c'est un principe fondateur.
Donc, on s'est débrouillé pour aller chercher des financements, soit dans les entreprises, soit grâce à Pôle emploi, les opérateurs de compétences, etc. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller chercher ça chez Pôle emploi, vu le contexte. Et donc, on a un format qui va être soit PEC, soit PEI, qui est un format de préparation opérationnelle à l'embauche, qui est que Pôle emploi va prendre en charge votre formation pendant ces 3 mois-là. Donc après, il y a plein de dispositifs, vous pouvez vous renseigner dessus, mais c'est automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas soumis à la validation d'un conseiller, ou en tout cas, nous, on n'a jamais eu de dossier refusé. Ce n'est pas comme l'AIF ou d'autres systèmes comme ça. Aujourd'hui, c'est systématique. C'est-à-dire si vous êtes demandeur d'emploi, ça par contre, c'est une condition, un prérequis, automatiquement, vous allez rentrer dans ce circuit-là, puisque justement, c'est tout l'intérêt de Pôle emploi, puisque derrière, vous pouvez enchaîner sur un système. Donc, voilà. Je vous remercie. Je laisse Laura reprendre la main et je vais arrêter le partage d'écran. Merci Yann. Bon, ça a été pour l'explication de notre parcours de formation. Pour ceux qui souhaitent postuler, les candidatures sont ouvertes jusqu'à le 23 novembre pour les formations qui débutent en décembre et janvier. Maintenant, je vais laisser à Emna, qui fait partie de notre toute première promo. Origami existe depuis septembre 2018. Ça a été la première promo qui a démarré. Emna fait partie de cette promo. Et donc, elle va vous expliquer un peu quelle a été son expérience après la formation et ça qu'elle fait aujourd'hui. Emna, tu es là? Ouais. Oui, oui, oui. Et juste, parce que je vois qu'il y a quelques questions, on répondra aux questions après, du coup. Hein, vous inquiétez pas, on va les prendre en compte après, pour celles auxquelles on n'a pas déjà répondu. Tout à fait. Bonjour Emna. Coucou. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, ouais. Très bien. Ah, super. Pas, mais on t'entend. Ok. Bon, on ne voit pas, c'est télétravail et franchement, je vous épargne le fait de me voir. Alors, du coup, en ce qui me concerne, comme elle a très bien dit Laura, donc moi, j'ai fait partie de la première promo. Du coup, entre-temps, il y a eu des petites choses, on va dire plein de petites choses qui ont changé entre-temps. Alors, nous, c'était une formation de 3 mois et comme il a dit Yann, on a fait partie de la première team, donc on a été intégré en CDD, puis on valide notre CDD par un CDI. Alors, moi, les 3 mois, donc très clairement, nous, c'était un tronc commun pour le premier mois. Du coup, on a essayé de voir un peu de tout, un peu du search, un peu du tracking, un peu du display, un peu de tout avec des intervenants, des professionnels d'extérieur qui nous ont parlé de leur métier et aussi qui nous ont parlé de ce qu'ils faisaient tous les jours, un peu une journée classique dans leur métier. Ensuite, donc à la suite de ce mois intense, parce qu'en fait, mine de rien, c'est vrai qu'on n'est pas en train de se spécialiser pendant le premier mois, mais on découvre plusieurs métiers qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Et du coup, donc, le choix, qu'on a trop de choix, on s'embrouille, on ne sait plus trop quoi choisir. Et du coup, on s'intéresse un peu à tout. À la fin de ce premier mois, du coup, il fallait faire notre choix. Donc, soit du search, soit du tracking ou de la programmatique. Donc, bien sûr, au début, franchement, je pense que très rares sont les personnes de notre promo où ils sont rentrés avec une idée précise et qui ont fait la formation de cette première idée-là. Parce que franchement, on est passé par plusieurs états. Moi, la première, à vouloir faire du tracking, après à se dire non, peut-être la programmatique c'est mieux, parce que la personne qui nous l'a présenté, c'était un passionné, il nous a fait aimer son métier. Après, on se dit ah ouais, mais le tracking aussi, ça a l'air chouette et tout. Donc voilà, et à la fin, donc chacun a fait son choix. Moi, perso, je suis partie en search. Donc, je ne regrette pas mon choix. C'était vraiment très instructeur. Et du coup, pendant 2 mois, on n'a fait que du search. On a travaillé pour des associations. Donc, pour moi, c'était UOCSM. Donc, c'était voilà, une association. Donc, on a essayé, on avait des comptes concrets. Et donc, on leur a fait leur structure. On était en contact avec cette association. Donc, c'était notre premier client. On devait leur présenter comment on a réfléchi, pourquoi on leur propose cette structure et pas une autre, d'essayer de les convaincre. Ensuite, de mettre en place cette structure. Bon, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de voir les premiers chiffres. Vu que c'était nouveau pour nous, c'était début, on a mis un peu de temps, voire même beaucoup de temps, à mettre en ligne cette première campagne. Après, il s'avérait que voilà, tout ce qu'on a fait donc du coup pour cette première campagne, et déjà, moi perso, j'ai été plus rapide quand j'étais dans l'entreprise
pour mettre en ligne du coup ma première campagne, bah, ça s'est fait beaucoup plus rapide. Donc, au lieu de mettre un mois, bah, je l'ai fait en 2 jours. Donc, du coup, on voit la différence parce que justement, on a dû faire face à plusieurs difficultés parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas comment faire. Il fallait demander à Yann, il fallait demander à d'autres interlocuteurs, déjà réfléchir à pourquoi ce mot-clé et pas un autre. Comment, enfin, tout ce qui est campagne, groupe d'annonces, c'était vraiment tout nouveau pour nous. On ne comprenait pas comment ranger, on va dire, nos mots-clés. Donc, ensuite, après ces 3 mois de formation, donc, chacun a été placé. Je pense que la majorité de notre promo, elle a été placée quelque part, à quelques exceptions près. Donc, du coup, voilà, on a été mis dans des entreprises. Donc, moi, j'ai intégré mon entreprise un peu plus en retard que mes collègues, mais j'ai au moins eu mon entreprise à la fin. Du coup, on a commencé et franchement, je pense que soit j'ai eu trop de chance, soit, ça a à voir, soit de chance, soit pas de chance, mais directement, ils m'ont considéré comme si voilà, j'étais un salarié, que je connaissais ce que je devais faire. Ils avaient une personne qui allait quitter la boîte et du coup, je devais la remplacer. Donc voilà, directement, on m'a jeté, on va dire, dans la marmite. Tac, dès le premier jour, on me dit quoi? Vas-y, Amna, on a ce compte-là, il n'y a personne qui le gérait, donc tu le prends. Il faut mettre en ligne sa campagne pour la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, elle doit être live en sachant donc c'est lundi, il faut que ce soit live. Donc, on ne met jamais une campagne un vendredi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, du coup, il faut que maximum, je la mets en ligne jeudi matin. Donc, voilà, on me jette comme ça. Ouais, mais excusez-moi, déjà, je n'ai pas mon PC pour commencer, pour travailler. Donc, dans l'après-midi, bien sûr, je reçois mon ordinateur et là, directement, je dois faire une campagne en sachant que dans ma formation, j'ai mis 1 mois et demi. Donc, juste pour vous dire le stress, c'était quelque chose. Bon, après, heureusement, on a toujours nos collègues. Donc, ils étaient vraiment sympas, bienveillants et tout. Donc, on m'a montré vite fait une technique assez rapide pour mettre en place cette campagne-là pour ce compte précisément. Du coup, effectivement, voilà, ça s'est fait rapidement. En 2 jours, bam, ma campagne a été en ligne. Mais du coup, après, il faut la piloter. C'est pas juste la mettre en ligne comme ça et dire c'est bon, j'ai fait mon taf. Donc, après, il faut suivre les chiffres. Il faut voir ce qui se passe derrière. Et là, bah, quand on ne sait pas trop, eh ben, on se pose toujours des questions. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Mais après, franchement, c'est un métier où il faut beaucoup de curiosité, il faut creuser, il faut chercher. Après, j'ai eu de la chance, je suis dans une grande boîte, je suis chez Havas. Du coup, on a Google qui vient assez souvent chez nous. Donc, à chaque fois, il nous montre ses nouveautés et tout. Et quand on est dans une petite boîte, c'est un travail qu'il faut faire tout seul. Parce que les nouveautés, bah, ils se ramènent comme ça. On reçoit un petit mail. Bam, semaine prochaine, il y a ça qui n'est plus en place. Ça va être remplacé par ça. Et du coup, il faut directement s'adapter. Donc, voilà, c'est un peu… Ça veut dire quoi, Raphaël Taïeb a levé la main? Je sais pas. En tout cas, pour tout le monde, encore une fois, hein, si vous avez des questions, il y a un espace questions-réponses qu'on prendra à la fin dans l'ordre où elles arrivent pour répondre à toutes les questions. Donc, En fait, il a envie de te voir, en fait, je crois, Amna. pour vous faire plaisir, après, j'irai me faire un peu plus présentable. Parce que là, franchement, je suis en pyjama. Donc, je me vois mal mettre la cam. En plus, c'est la première fois que vous allez me voir. Donc, non, merci. Je tiens quand même à ma féminité tout de même. Hein. C'est le parti de télétravail, on reste en pyjama tous les jours, c'est ça? Non, franchement, là, c'est le pyjama de la journée. J'ai le pyjama de nuit. Franchement, pour une fois qu'on a un peu l'occasion de se mettre à l'aise en travaillant, donc on peut pas, dans la boîte, justement, un point négatif, je peux pas aller en jogging, je peux pas aller en survêt, je peux pas aller en tenue de sport. Toutes les tenues vraiment à l'aise, on peut pas trop les mettre, il faut rester présentable. Donc, du coup, là, je suis en télétravail, bah, je peux en profiter. Donc, du coup, revenons aux tâches. Donc, du coup, donc on va dire une première partie de mon boulot, c'était de mettre voilà, en ligne les campagnes. Mais après, il faut savoir que ça, concrètement, je dirais que c'est que 20% de ce qu'on fait. Parce que mettre en ligne une campagne, on ne le fait pas tous les jours. Voilà, tu mets en ligne une campagne. Une campagne, bah, le plus souvent, c'est un compte quand il est nouveau, tu mets toute ta structure. Donc, plein de campagnes d'un coup, tac, tac, bam, c'est fait. Après, c'est une campagne. Par exemple, là, pour le confinement, il y a plein d'entreprises qui voient une opportunité. Donc, ils vont nous demander de nouvelles campagnes ou de mettre à jour leurs annonces ou faire ce genre de trucs. Mais franchement, ce n'est pas des tâches qu'on fait tous les jours. C'est environ 20% de notre travail. Ensuite, alors, il faut être très ami avec Excel. Il faut vraiment qu'il soit votre meilleur ami, votre voilà, tout ce que vous voulez, c'est lui le best-of. Encore plus ami que Google Ads parce que c'est lui que vous allez le plus utiliser. Là, rien que si je vous partage mon écran, parce que je suis en train de travailler, entre guillemets, je suis censée travailler, et ben, mes 2 écrans, c'est 2 fichiers Excel.
Donc, ce n'est pas Google Ads, c'est deux fichiers Excel. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est le confinement, donc je dois mettre à jour des annonces. Ou sinon, même pour faire des analyses, ce n'est pas pratique de faire une analyse directement de Google Ads. Donc, il faut extraire le fichier pour bien l'analyser, les TCD, enfin, tout ça. Au début, c'est compliqué, mais franchement, au début, ça me faisait peur. Mais dès que tu rentres et que tu es vraiment on va dire, dedans, tu ne te rends pas compte à quel point tu as progressé très, 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 très rapidement. Parce que voilà, on est obligé de toucher à ça. Les raccourcis, maintenant, Excel, je peux l'utiliser sans ma souris. Mais voilà, c'est parce qu'on m'a saoulée à me dire non, tu es trop lente, la souris, ça te fait perdre du temps et tout ça. Alors, avec quel type de client je travaille C'était un type de brief client. Alors, quel type de client? Moi, j'ai un portefeuille assez varié, on va dire. Je travaille avec la banque, donc j'ai des comptes bancaires. J'ai de la lumière connectée, j'ai aéroport, j'ai de la nourriture pour bébé, j'avais tout ce qui est fromage, de la crème fouettée, de la crème fraîche, tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore comme compte? J'en oublie peut-être quelques-uns, mais mon plus gros compte en ce moment, c'est secteur bancaire. Voilà. Après, quand j'ai mon plus grand compte, il ne faut pas négliger les petits. Parce que des fois, c'est les petits comptes. Moi, en tout cas, c'est les petits comptes qui m'ont fait progresser. Ce n'est pas les gros comptes. Les grands comptes, c'est là où tu as le plus de stress. C'est là où le client est plus exigeant. C'est là où il y a beaucoup d'argent. Donc, toi-même, au début, tu as trop peur. Alors que les petits comptes, ça t'apprend à ne pas dépasser ton budget parce que tu sais que c'est un petit compte et que chaque petit euro qu'il met, tu sais très bien qu'il a eu du mal à te le donner. Donc, si on dépense ne serait-ce que 10 euros en plus, tu risques d'avoir un petit coup de gueule du client là, pour 10 euros, alors qu'un gros client, des fois, je dépense plus que 1000 euros. Voilà, je ne sais pas, une campagne, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas été prévu, il y a eu un pic de dépenses, ça arrive. Surtout quand c'est des situations comme maintenant, on ne sait pas trop ce que c'est, et il sera un peu plus exigeant. Surtout parce que c'est un gros client, donc il est mature, il a déjà de l'expérience, et du coup, il sait ce que c'est. Un petit client, il n'est pas mature, c'est à nous de l'éduquer, c'est à nous de lui apprendre, et du coup, il faut faire plus d'efforts. Donc, moi, en tout cas, c'est avec les petits comptes que j'ai beaucoup appris. Et les briefs, il y en a de tout. Franchement, il n'y a pas un brief que je peux montrer exact, mais le plus souvent, on me dit, c'est des appels d'offres déjà. Quand c'est un nouveau client, c'est des appels d'offres. Il y a des appels d'offres défensifs et il y a des appels d'offres, on va dire, agressifs, entre guillemets. En gros, défensif, c'est soit on défend notre propre compte qui a été mis en appel d'offres, et agressif, si on veut piquer le compte de quelqu'un d'autre. Après, les briefs qu'on a, c'est plus des briefs pour une nouvelle campagne, pour un nouveau truc, mais c'est un client qu'on a déjà. Donc voilà, le reste, les clients, c'est à nous d'aller les chercher. Enfin, à nous, moi personnellement, c'est mon manager qui me met dans un appel d'offres. C'est pas moi qui va le chercher toute seule. Mais en gros, c'est à nous après, une fois que tu l'as, voilà, et tu dis, c'est à toi de t'occuper de cet appel d'offres. J'ai eu l'occasion, dire la chance de participer à un appel d'offres. Tu es impliqué, tu es vraiment à fond dedans, tu veux vraiment l'avoir. Et surtout qu'à la fin, quand tu l'as, tu as envie de leur dire, ouais, mais c'est moi qui va travailler dessus parce que c'est moi qui a gagné ce compte. Qu'il soit petit, grand, moyen, ça reste quand même un appel d'offres où il faut vraiment tout faire, on va dire, pour le récupérer. Déjà, c'est un business en plus pour la boîte. Bon, après, ce n'est pas un business en plus dans ta poche. Hein. Juste, voilà, c'est juste pour la boîte. Malheureusement, voilà. Hein, mais ça peut impliquer s'il y a des primes. On ne sait jamais s'il y a des primes dans la boîte. Si tu gagnes un appel d'offres, voilà, tu peux négocier une petite prime. On ne sait jamais. Mais c'est plus, en fait, une satisfaction de soi. Voilà, c'est de dire, voilà, on m'a confié cette tâche. Voilà, c'est la première fois, ils savent très bien que je suis débutante. Pourtant, on me l'a donné à moi et pas à mon collègue qui a, je ne sais pas, 4, 5, je ne sais pas combien d'années d'expérience. Et voilà, j'ai réussi à l'avoir. Que ce soit un petit ou un grand, c'est pareil. Donc voilà, voilà. Sinon, pour Excel, normalement, je ne sais pas si Yann continue de faire comme ça, mais en tout cas, nous, on a eu des formations Excel. Donc normalement, on est directement formé et on arrive quand même dans la boîte avec les bases de Excel. Je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas sortir expert parce que déjà, après, c'est peut-être notre promo un cas, mais en tout cas, moi, perso, ça rentrait, il y avait trop d'informations. On va dire, je retenais 20% et les autres, c'est parti aux oubliettes. Et c'est quand on pratique tous les jours, et là, ça va revenir. Déjà, ce qui est parti aux oubliettes, on va un peu s'en rappeler.
Et en plus, bah, vu qu'on l'utilise tous les jours avec les formules et tout, les recherches V, recherches H, les concaténés, les TC, les TCD, tout revient d'un coup. Et là, on est obligé de tout savoir. Enfin, tout savoir, toi ou tes collègues, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas toute seule. Personne n'est tout seul. Moi, je saoule tout le monde limite, hein. De mon manager aux collègues des autres BU. Dès que je ne connais pas un truc, c'est alerte générale limite. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Voilà, voilà. Anna, est-ce que tu as deux, trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut bosser dans ce secteur? Alors, franchement, je vais vous épargner le fait de dire que c'est des horaires très chargés, parce qu'on entend souvent et nous, ça nous a fait très peur. Moi, perso, je trouve que c'est des horaires qu'on arrive à gérer. Moi, je finis 18h30. En même temps, je commence à 9h30. Il arrive, effectivement, on ne va pas se mentir, de finir à 21h, à 22h, voire même minuit des fois. Mais c'est quoi? Une ou deux fois l'année, franchement, je trouve que ça va. C'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme, en sachant quand tu vas, moi perso, quand je finis tard, le lendemain, je viens tard. C'est voilà, c'est pas, voilà, on ne nous compte pas nos heures, donc ça, on ne va pas mytho là-dessus. Après, il y en a qui font plus de nocturnes que d'autres, mais nous, en tout cas, on est strict, non, mais on est flexible, on va dire. Conseil que je pourrais donner, c'est très curieux et surtout, en fait, ne pas, c'est pas ne pas avoir peur, mais ne pas, la gêne là qu'on a. Moi, je sais, au début, j'avais un peu cette gêne, ouais, mais ma question, c'est peut-être une question bête. Et si je vais la demander à cette personne-là, elle va dire, mais vas-y, celle-là, elle a 1 an ou je ne sais combien d'expérience et elle me pose encore ce genre de questions. Et mais en fait, il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'en fait, il y aura toujours des questions bêtes. Il y aura toujours un trou de mémoire. Peut-être qu'on savait le faire, mais là, sur le coup, avec le nombre de tâches qu'on a, avec le stress, on va dire, des clients, même si on n'a pas tout le temps, mais des fois, on est dans un stress pas possible. Et du coup, voilà, trop de mémoire, c'est une question bête, mais on ne sait plus. Il ne faut pas perdre du temps, parce que franchement, le temps, c'est vraiment… là, vraiment, on peut dire que le temps, c'est de l'argent, parce qu'on a beaucoup de comptes, voilà, surtout quand on est dans une grande boîte. Perso, j'ai 8 comptes et je ne peux pas tous les gérer si je vais perdre du temps à chercher tout par moi-même. Quand c'est un sujet qui est important, voilà, il faut quand même montrer qu'on est curieux et qu'on va chercher par soi-même. On va dire ma recherche, elle ne dépasse pas 1 heure. Si je vois que je mets plus d'1 heure et que j'arrive toujours pas à débloquer mon problème, ben, désolé, un tel, excuse-moi, peut-être que je te dérange dans ta tâche, mais est-ce que tu aurais une disponibilité aujourd'hui pour m'aider à ce point? Je bloque et si tu ne m'aides pas, je ne peux pas avancer. Et lui, il te dit non, bah, tu vas voir l'autre. L'autre, il te dit non, bah, tu vas voir l'autre. Tu vas voir un peu tout le monde. Et il y aura forcément quelqu'un qui aura de la dispo pour t'aider sur ce point-là, que ce soit de ton équipe ou pas. Parce que quand on est dans des boîtes, des fois, il y a plusieurs petites teams, mais en fait, au global, c'est une seule boîte. Donc, moi, perso, je pars demander à toute personne qui est légitime de connaître cette réponse. Il ne faut vraiment pas avoir honte ou d'avoir ce frein, en fait. Parce que c'est important. Alors, si tu veux bien, on va juste. Il y a quelques questions qui te concernent directement, à part le fait que tout le monde a envie de te voir. Mais déjà, ton parcours à toi, avant d'intégrer la formation, c'était quoi? Oula. Alors, j'ai fait un bac sciences techniques de gestion spécialité marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS vente et production touristique. Parce que moi, j'avais une idée bien précise en tête, hein. Je voulais travailler dans le département marketing d'une agence touristique. Bien évidemment, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Du coup, j'ai commencé par un BTS tourisme. Ensuite, j'ai fait une licence aussi dans le tourisme. Ensuite, j'ai fait un master en marketing, donc justement pour arriver à mon idée de travailler dans un département marketing, mais d'une boîte qui travaille dans le tourisme. Et ensuite, j'ai fait la formation origami. Ouais, alors j'en Entre-temps, profite pour répondre à une question en même temps. C'est pas la peine d'avoir fait du marketing avant. Vous verrez que Hajar non, n'a pas du tout le même type de parcours, hein. Elle vous l'expliquera après à son tour. non, mais même dans notre promo, il y en a qui venaient de la chimie, ah oui, non, mais je me rappelais, Yen, elle a fait un master en chimie, rien à voir. Et il y en a plein d'autres qui sont venus d'autres branches. Quel est le Alors, poste que vous occupez concrètement? Là? Alors, j'ai un peu écouté ce que Yann vous a dit en mode, voilà, il y a le tracking, il y a ci, il y a ça, mais il faut savoir que vous allez toucher à tout. Moi, alors concrètement, je suis consultante search, mais si un problème de tracking, c'est moi qu'on va voir.
parce que c'est ma campagne. C'est pas la campagne de la personne qui contacte le tracking ou autre. Donc, c'est à moi de creuser. Et si moi, j'arrive pas à trouver, oui, là, je vais aller voir la personne qui s'occupe concrètement. Mais la personne qui va poser aussi le code tracking, c'est moi. Enfin, c'est pas quelqu'un d'autre. Aussi, tout ce qui est Google Analytics, tout ce qui concerne mes campagnes à moi, c'est moi qui les suis ici sur Analytics. Donc, leur comportement, tout ça, s'il y a des abandonnistes, si je peux connaître l'étape grâce à Analytics, c'est moi qui m'en charge. Donc, voilà, concrètement, je suis consultante search, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de toucher à tout. Et en plus, maintenant, une fois que quand on est dans une boîte qui fait beaucoup de choses, je peux toucher aussi au display. Donc, du coup, j'ai pu faire des campagnes du native ads, j'ai touché un tout petit peu au display, quoi. Même Alors, programmatique et tout. dans les autres questions, il y a blam 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 blam. Et- Attendez, hop, je prends. Alors, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu veux partager ton salaire ou du moins les fourchettes aujourd'hui? Est-ce que c'est des métiers bien payés? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, ça dépend des boîtes. Je pense que pour l'entrée, moi, je suis rentrée à 29 quand j'ai commencé. 29 000 euros brut Ouais, annuel. Ouais. c'est ça, exact. 29 000 euros brut annuels. Ensuite, ça va dépendre de toi. Bon, moi, j'ai pu renégocier assez rapidement. Après, dans les boîtes, tu vois, le plus souvent, il y a des moments pour renégocier. D'ailleurs, bientôt, on va y arriver. Entre guillemets, hein, voilà. Donc, c'est à ce moment-là où le plus souvent, c'est lors de notre point annuel où on se dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, par la même occasion, voilà, j'en profite pour demander une augmentation de temps. Bien sûr, on n'a jamais ce qu'on demande, mais c'est pour ça qu'il faut toujours demander plus. Comme ça, en espérant avoir ce qu'on veut vraiment en tête. Et En donc là, tout c'est en cas, fonction. pardon, Emna, pour te couper, en tout cas, en moyenne, en fait, une personne junior qui débute après 1 an ou 6 mois d'expérience, la fourchette peut être entre 30 et 35 ans. Comme Memna a dit, ça dépend de la boîte, mais Exact. normalement, les Dans moyens. les grandes boîtes, en ce moment, ce que j'ai entendu des collègues, de ce qui venait et tout ça, l'entrée, elle est dans les 30. En gros, un Ouais, c'est junior ça. qui n'a zéro expérience, même nous, notre boîte, elle s'est alignée à ça. Donc, après, je ne sais pas si c'est grande boîte, petite boîte ou c'est tout pareil, mais je sais que pour un junior qui n'a zéro expérience, en gros, qui sort de son école, il commence avec un salaire de 30 000 euros brut annuel. Pour tous, je sais qu'il y a beaucoup de questions hyper intéressantes à poser à Emna. Et déjà, merci beaucoup, Emna, pour ton temps. Mais on a aussi Ajar qui est là en train de nous attendre et surtout qu'ils sont sur son temps de travail. Donc, Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je vous aime bien, je vais aller me préparer si vous voulez, mais j'ai plein d'annonces à préparer. Juste pour voilà. vous dire, j'en Merci ai beaucoup, Emma, en tout 81 cas, à pour mettre ton à temps. jour. Emna. Donc, on Merci te pour laisse ton la temps. On essaiera de parole. répondre aux autres questions. Ouais. Il n'y a pas de Allez, problème. je vous laisse. Salut, Merci, Emna. Salut. je me mute. Allez, Ajar, tu es là? Donc, pour Allô? répondre à la dernière question qui est arrivée, Emna a suivi il n'y en avait qu'un à l'époque, opérationnel du marketing digital. Bonjour Aja. Coucou, Hello. Ajar, ça va? Salut Laura, ça va? Merci et toi? Toi aussi, tu es en pyjama? Alors pour le coup, je ne suis pas en pyjama. Je suis au travail en fait. Alors si vous voulez, je peux vous faire un rapide coucou. Je suis pas très caméra pour le coup. Pas de souci. Est-ce que vous me voyez? On te voit très, très bien. J'ai un magnifique Coucou. casque et un masque qui est là au cas où. Au cas où la police des masques arrive. Oh, tout à fait, tout à fait. Ok. On sait jamais. Euh, Ok, merci en tout cas. Au moins, comme ça, on peut poser un visage sur une voix. c'est une bonne Ajar, idée. elle fait partie de la 12e promo. Et donc, c'était promo marketing digital de janvier 2019. Donc, si tu veux te présenter un peu ton parcours avant la formation et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors je vais vous proposer un partage d'écran. Par contre, je ne sais pas comment on fait sur Zoom. Tu as un bouton vert en bas à partager l'écran. Un bouton vert, oui, tout à fait. Ah oui, mais alors attendez, parce que j'ai tellement de trucs sur mon ordi que je suis pas sûre de trouver le bon diapo. Comment faire? Ouais. Alors, je vous demande un petit instant, je vais fermer tous les Excel qui sont sur mon ordi parce que je pense que ça aide pas.
Encore une fois, l'importance d'Excel. Voilà. Merci Emna pour ce petit rappel. Bien, pendant qu'Ajar cherche, Emna, tu peux peut-être rappeler pourquoi, enfin, tu peux peut-être juste dire pourquoi tu as choisi ces métiers-là. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu avais déjà... Le search, enfin moi j'ai choisi le search parce que j'aimais bien ça et surtout, je vais pas vous mentir, c'est pour pouvoir travailler en freelance tranquillement de chez moi, de n'importe quel pays dans le monde. Voilà, c'était ma raison principale. Ensuite, la deuxième raison, bah, je me dis que ce sont des métiers qui sont bien demandés en ce moment et vu que je connaissais le marketing et quand j'ai commencé à chercher concrètement du travail dans le domaine du marketing, je voyais qu'il y avait plus de demandes parce que moi j'ai fait mon master c'est de marketing stratégique et je voyais que les offres d'emploi c'était plus du digital et je me sentais pas légitime de postuler parce que je connaissais pas grand-chose au digital et du coup bah je me suis dit bah c'est peut-être le moment de se former là-dedans. Donc voilà, c'est la deuxième raison. Ah, merci Ajar Ça y est, on voit ton écran. Ouais. D'accord. Alors du coup, j'espère que vous voyez bien. Je suis pas en plein écran, mais j'ai peur que ça bug. Ok. Euh, donc tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir un peu vous raconter l'histoire origami, donc ce qui s'est passé après et puis qu'est-ce que j'ai fait un petit peu avant. Ce que je vous propose, donc une présentation rapide, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, un petit retour d'expérience sur origami et comment s'est déroulée la formation. Ensuite, je ferai un focus sur mon métier et puis du coup, le temps d'échange, j'imagine que ce sera après, peut-être plus avec Yann et Laura. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Donc, qui suis-je? J'ai laissé la même photo que la dernière fois parce que j'adore Obélix. Donc, en fait, moi, j'ai fait un parcours très différent de celui d'Emna. J'ai fait une licence de biologie. Donc, rien à voir avec le marketing, rien à voir avec le marketing digital pour le coup. Et puis, en fait, ma licence de biologie, ça marchait pas tout à fait comme je voulais. Donc, je souhaitais me réorienter. Et un peu dans mes recherches, ça a été pourquoi pas le marketing digital. Donc, suite à ça, j'ai intégré Origami. Et en fait, Origami, pendant les 3 mois de formation, m'a permis de rentrer en fait chez HPH, donc le trading desk de chez Havas. J'étais pas très loin du bureau d'Emna pour le coup. Je suis restée 4 mois chez Havas et ensuite aujourd'hui je suis dans une autre entreprise donc en province, en Bretagne. Je travaille chez Goodbye Media. Je ferai un focus après sur Goodbye Media pour vous expliquer un petit peu plus. Ces 2 dernières années, en fait, je voulais compléter ma formation parce que je n'avais qu'un bac plus 3 en biologie. Donc, en fait, j'ai fait un master, un M1 l'année dernière, management et commerce international. Et cette année, je suis en train de valider un M2 en commerce international. L'idée à terme, en fait, c'est d'avoir une vision un peu 360 de ce qui se passe sur le marché et mieux comprendre en fait l'économie d'aujourd'hui. Donc, je travaille chez Goodbye Media, une filiale en fait qui fait partie de MV Group. Alors pour le coup, le schéma, c'est vrai qu'il n'est pas assez grand. Oui, Je vais l'agrandir, c'est juste pour que vous voyez. Alors ça va être moche, je suis désolée, mais voilà. Donc en fait, je travaille chez Goodbye Media. Goodbye Media et MV Group. MV Group, c'est quoi en fait? C'est un ensemble de filiales qui recouvre l'intégralité du parcours client. Je m'explique. Donc nous, Goodbye Media, en fait, on est spécialisé donc sur toute la partie branding, donc au début du funnel en fait. Donc on va activer du média online et offline. Donc sur le offline, on va être sur de l'affichage, de la radio par exemple, et toute la partie online avec la partie programmatique, l'emailing, enfin tous les leviers qu'on peut activer chez nous. On va avoir au sein du groupe, par exemple, Mediaveil, qui va être plus en fait sur la partie conversion acquisition. Et puis on va avoir des filiales comme Avancy qui, en fait, elles vont retravailler toute la data. Et typiquement, c'est le genre de data que moi je pourrais réutiliser en programmatique. Je vais prendre un exemple. Je suis annonceur, j'ai une chaîne de restaurants, j'arrive à encarter en fait les clients, je leur propose une carte de fidélité du restaurant, j'arrive à encarter cette data. Cette data-là, potentiellement, on peut la réutiliser sur l'ensemble des leviers. Je travaille en programmatique, donc cette data-là, moi, je vais l'utiliser en programmatique pour aller targeter du prospect chaud ou voire même faire convertir certains clients. Ça, c'est un peu l'idée du groupe. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille de manière désilotée et qu'on crée le maximum de synergie interlevier. Les clients en fait que je vais avoir, alors nos cœurs de cible vont être les PME et les PMI.
donc petites et moyennes entreprises, et je vais avoir les plus grosses verticales que moi je vais avoir en programmatique. Ça va être des verticales immobiliers. J'ai de plus en plus d'alimentaire, le secteur bancaire, banque assurance, qui est en train de monter en puissance également sur nos types de clients. Donc, je ne sais pas si j'étais très claire, mais en fait, je suis trader média. Je ferai un focus un petit peu plus tard sur le métier. Est-ce que c'est clair? Oui. Super. Donc, l'expérience origami, alors, en fait, ces 3 gros points que j'ai retenus, en tout cas, d'origami. Le premier point, j'ai écrit en fait mot pour mot une expérience unique et enrichissante. Pourquoi je dis ça? Donc, c'était 3 mois de formation. On était 14 lors de ma promotion, et en fait, il y a de vrais liens en fait qui se sont créés entre nous. On était, enfin, sincèrement toujours là pour s'entraider, et ça a été aussi de superbes rencontres. Au-delà de ça, aujourd'hui, chacun est un peu dans son métier. Donc, il y en a qui sont en search, il y en a qui sont en programmatique, il y en a qui sont en data analyse. Enfin, il y a vraiment plusieurs types de profils qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on est toujours en fait en train de s'entraider. Typiquement, tout à l'heure, j'étais en appel avec un de mes camarades d'origami pour l'aider à débugger une de ses campagnes. Il avait un problème sur des créatives, et du coup, voilà, il a mis un petit message sur WhatsApp, et il m'a envoyé un message, et puis du coup j'ai dit: «Écoute, si tu veux, on regarde ensemble», et on a réussi à débugger la campagne. Quand je dis ça, unique et enrichissante, il y a aussi, au-delà de ma promo, en fait, il y en a certains autres que j'ai suivis, des promos suivantes, et avec qui je suis en contact aujourd'hui, et des fois on discute DSP, on discute programmatique, on discute, voilà. Donc c'est vraiment, on part de 14 personnes, et au final, ça nous permet de connaître un certain nombre de personnes et de pouvoir progresser dans le métier. De bonnes connaissances sur l'écosystème du digital. C'est vrai qu'à Origami, en fait, on nous donne beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pense avoir compris ou qu'on n'a pas tout à fait compris, et en fait, on le comprend une fois qu'on est dans le métier. On sort quand même avec un niveau de connaissance qui n'est pas du tout négligeable. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que quand moi je suis arrivée chez HPH, par exemple, en fait, j'arrivais à... Alors, je savais pas faire, parce que dans l'opérationnel, j'avais jamais tradé une campagne de A à Z. Je savais pas exactement comment ça se passait dans la plateforme, même si j'avais quand même des connaissances et je voyais à peu près, mais voilà, je n'avais jamais pratiqué en tant que tel. Mais par contre, j'arrivais à comprendre tout ce qu'on me racontait. Et ça, c'est une vraie force, parce qu'en fait, demain, vous allez arriver en entreprise, on va vous dire: oui, alors il y a telle campagne, il faut C2P, il faut mettre les créas comme ci, et là, il y a les tracking, les UTM, sur analytique, il faut faire ci et ça. Mais en fait, tout ça, vous l'avez déjà vu. Et en fait, on ne vous parle pas chinois. Et puis, une bonne préparation à l'opérationnel, en fait, c'est la transition parfaite de ce que je viens de dire. Vous arrivez dans l'entreprise, et en fait, vous comprenez tout ce qu'on vous dit. Certes, vous avez beaucoup de choses à apprendre, mais il y aura, Emna l'a très bien dit, mais en fait, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours une personne qui va vous dire: tiens, essaye de regarder là, ou même si elle n'a pas tout à fait la solution, elle va vous donner des pistes qui vous permettront de trouver la solution et de pouvoir, alors je parle en tant que trader, mais trader vos campagnes correctement, ou débugger vos campagnes, ou trouver en fait le petit truc qui n'allait pas et qui va vous débloquer. Le focus métier, donc je vais vous parler de mon métier un peu plus maintenant. Donc j'ai j'ai repris en fait une diapo qu'on avait eue à Origami, que Yann, il faudra pas m'en vouloir s'il te plaît. Je l'ai un petit peu retouchée à ma sauce. Donc moi je suis média trader. 3 grandes missions en fait dans mon métier. Ça va être le setup des campagnes programmatiques, donc sur les différents DSP, le suivi et les optimisations de ces campagnes, donc énormément de reporting et de bilan en fait qu'on fait au client pour lui faire part de ses performances sur les campagnes, et l'A/B test. L'A/B test, ça c'est capital, et je vous en parlerai un petit peu sur la slide d'après. Le setup des campagnes, ça consiste en quoi en fait? Alors au-delà du setup, ce qui va se passer, c'est que en tant que trader, vous allez recevoir des briefs, donc des briefs du client qui va vous dire, pour exemple, je sais pas moi, un Delarte, je veux cibler le grand public, la famille, donc sociodémographique, on est assez large, et je veux faire venir les familles dans mon restaurant parce que j'ai inventé un nouveau menu pizza familiale. Tiens, je dis n'importe quoi.
Donc, en fait, vous allez devoir en fait trouver les inventaires et les stratégies qui seront pertinentes pour répondre aux objectifs de votre client. Donc ça va être la construction de votre plan média, ça va être l'interrogation des différentes régies. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu peut-être l'écosystème du digital, donc il y a énormément d'acteurs. Et en fait, notre idée, ça va être de trouver les acteurs qui sont le plus pertinents pour répondre à votre objectif client. Ensuite, au-delà de tout ça, donc une fois que votre plan média est validé, ça va être la réception des créatives, la création des UTM, des URL traqués, la pose des tags sur les différents sites. Donc tout ça, ça sera intégré dans votre partie de setup. Après, vous allez avoir toute la partie suivi et optimisation. Pour reprendre les termes d'Emna, Excel va devenir votre meilleur ami parce que vous allez passer votre temps sur Excel. À titre indicatif, par exemple, juste avant de prendre la parole, j'avais 7 Excel ouverts sur mon ordinateur. Donc, en fait, Excel va vous permettre de faire le reporting, le suivi et l'optimisation de vos campagnes, à savoir que lorsque vous allez préparer votre plan média, donc votre plan média va répondre à des objectifs et des KPI, et du coup, vos optimisations, vous allez les faire dans le sens de votre KPI. Si par exemple, vous avez un client qui veut énormément de trafic sur site, vous allez devoir optimiser vos campagnes dans le sens du trafic sur site. Après, au-delà de ça, ça va être le but de votre campagne, ça va être d'envoyer le trafic le plus qualifié possible. Et ça passera par d'autres indicateurs côté DSP et côté analytique pour le coup. Et du coup, une fois que vous allez faire vos optimisations, vous allez envoyer vos bilans aux clients pour qu'ils puissent voir est-ce que ma campagne est dans le trend? Est-ce qu'on répond aux objectifs? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux d'optimiser dans ce sens-là? Et aussi, du coup, lui faire des propositions pour pouvoir répondre au mieux à ces KPI. Et ensuite, vous avez toute la partie A/B testing. Moi, pour rien vous cacher, j'ai toujours une ligne sur mes campagnes qui s'appelle crash test. Alors évidemment, je mets des tout petits budgets sur ces crash tests-là, mais en fait, je vais tenter des choses. Et si je me rends compte qu'il y a des stratégies qui marchent très bien et qui ne sont pas en fait dans mon plan média, je vais les proposer au client au moment de mes optimisations et de mon reporting, en lui disant voilà où on en est sur la campagne, on est dans le trend, c'est top. Sur l'objectif trafic sur site, on n'est pas super bien. Par contre, j'ai remarqué que cette stratégie-là marchait très bien. Est-ce que ça vous tente de tester ou pas? Si le client vous dit oui, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place cette stratégie et la rajouter dans votre plan média. Voilà un petit peu pour le métier. Je vous ai fait un petit graphique avec la journée type. Alors, c'est une journée type, votre journée, en fait, toutes les journées ne se ressemblent pas, mais généralement, c'est à peu près ça qu'on fait. Donc, en fait, le matin, vous allez sortir tous vos reports. Vous allez donc voir si vos campagnes sont calées ou pas calées, est-ce qu'il y a des optimisations à faire ou pas. Votre reporting côté client, vous allez le faire le matin également. Le matin, en fait, pour la veille, parce qu'en fait, vous n'allez jamais sortir vos stats de la journée, vos stats du jour sur le matin, en fait, parce que vous n'avez pas les stats de toute la journée, donc toujours pour la veille. Ensuite, vous allez aussi peut-être mettre en place des stratégies d'optimisation. Donc, ça peut passer par la création de pixels, le setup de nouvelles créas, ça peut être un changement de créa, ça peut être beaucoup de choses. Donc, toutes vos matinées, en fait, vont être consacrées aux optimisations et au suivi de vos campagnes. Ensuite, la pause déjeuner. Et généralement, les après-midi, en fait, on les consacre au setup de nouvelles campagnes. Donc, Emna l'a très bien dit, hein, c'est 20% du temps. Alors, peut-être en search, mais en programmatique également. Votre campagne, une fois que vous l'avez setupée, elle est là, donc vous n'allez pas passer votre temps à la setuper. Et au-delà de ça, en fait, ça peut être, ça va passer, vous allez aussi passer par des phases de vérification. Est-ce que vos créas sont approuvés ou pas? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que les trackings sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Ça peut être, vos après-midi, vous allez également réaliser vos bilans et aussi du coup proposer des plans médias aux clients. Si par exemple un client vous renouvelle sa confiance sur une campagne suivante, vous allez devoir lui créer un nouveau plan média et lui faire également des recommandations sur ce qui a le mieux marché sur, admettons que votre client ait 2 campagnes. Sur la campagne A, vous allez faire vos statistiques, trouver ce qui a le mieux marché en termes de créative, en termes de ciblage, et du coup lui proposer de nouvelles stratégies pour la campagne suivante. Donc ça, c'est un petit peu la journée d'un trader. Alors, journée plutôt chargée.
En ce qui concerne la charge de travail, ça va être hyper variable. Moi, j'ai même envie de dire que votre charge de travail va être dépendante de la saisonnalité. Je m'explique. Alors là, on est dans une période un petit peu particulière. Pendant la période de confinement, en fait, moi, j'ai énormément de campagnes qui ont été arrêtées à la demande des clients. Et en fait, quand on a déconfiné, ça a été un départ un peu comme des chevaux, vous sortez d'un starting block, des chevaux de course. Voilà, ça a été un gros départ. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez énormément de clients qui ont du mal à se projeter, qui veulent des campagnes sur le court terme, mais qui refusent de se projeter sur le long terme parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer par la suite. Mais oui, votre charge de travail va être soumise à la saisonnalité. Et je vais terminer, en fait, alors j'adore cette diapo, je sais qu'il y en a qui peuvent dire oui, Hajar, elle nous casse les pieds avec son green et son vert. Mais en fait, moi, j'ai juste envie de faire passer un message. Futur trader, tous les jours, vous allez allumer vos PC. Tous les jours, vous allez faire tourner des DSP. Tous les jours, vous allez uploader des datas. Tous les jours, vous allez sortir du reporting. En fait, vous êtes des créateurs de data massifs. Enfin, vous allez devenir des créateurs de data massifs. Et c'est juste, enfin, faites attention, en fait. Gardez pas des Excel dans votre ordinateur qui servent à rien. Essayez d'éteindre vos PC. Je pense qu'en fait, au-delà du métier, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Et c'est pas que pour nous, en fait, c'est pour vous, c'est pour vos collègues et aussi c'est pour les futurs traders qui vont arriver sur le marché. Bon, j'ai terminé avec ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair ou pas. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai l'impression que tu as été très clair, puisqu'on a très peu de questions. Alors, il y avait une question de Maxence, en fait. Est-ce que tu es totalement autonome sur tes campagnes? Ah oui, alors c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. En fait, au sein de l'agence, je suis la seule média trader, donc je suis totalement autonome sur toutes mes campagnes. En fait, pour rien vous cacher, aujourd'hui en interne, si j'ai un problème sur le DSP ou si j'ai un problème sur une campagne, il n'y a personne qui peut m'aider. Donc je suis obligée d'aller chercher l'info ailleurs. Et ma plus grande force, je vais le répéter, mais c'est en fait mes 13 autres camarades que j'avais à Origami, parce que quand j'ai un problème et que je ne sais pas du tout comment faire, c'est eux qui me dépannent. Ok. Merci, Hajar. Merci beaucoup, Hajar. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Et encore bravo, hein, pour le parcours. Chapeau. Merci. Je précise pour ceux pour qui c'était pas clair, en fait, dessus. Donc, Hajar a souhaité, suite à la formation Origami et suite à l'intégration de sa première boîte, poursuivre sur une formation en alternance pour avoir un autre diplôme. Voilà, donc Alors, bravo. c'est gentil, Yann. Alors, pour info, je suis ni en alternance ni en contrat pro et je ne l'ai jamais été. Ah oui? En fait, je suis à temps plein chez Goodbye et en parallèle, je suis un master. Wow. D'accord, chapeau, bravo. Super. Il y a une personne qui te pose la question de combien de campagnes en moyenne sont réalisées par jour? Alors, par jour, j'avoue que là, ça me pose une colle. Par contre, par mois, je peux te donner un chiffre. Pour un bon exemple, je parlais de chevaux et de starting block tout à l'heure. Le mois dernier, j'avais 42 campagnes qui tournaient. Cool. Il y a quelqu'un qui te demande aussi si tu veux partager ton niveau de rémunération. Oui. Alors, aujourd'hui, je suis à 30K, 30K brut annuel. Et je souhaite très fort que ça évolue. Enfin, en tout cas, c'est en cours. Ok. Attends, je fais le tour des questions en même temps pour voir s'il y en a d'autres. Est-ce que Goodbye recrute en ce moment? Alors oui, nous sommes à la recherche d'un média trader, donc si quelqu'un veut venir m'aider, c'est avec grand plaisir. Et en plus, il aura l'exclusivité de passer par moi, donc c'est top. Disons plus de chances d'arriver au bout du processus. T'es à Rennes Ouais, aujourd'hui. c'est à Rennes, tout à fait. Alors, en fait, on a donc l'agence principale, le siège est à Rennes, donc tout le trading se passe à Rennes. En revanche, on a aussi un bureau à Paris, un bureau à Lyon, un bureau à Marseille et un bureau à Nantes. D'accord.
Je Euh, m'excuse, c'est le Hajar, téléphone. elle a suivi le parcours programmatique, non, chez Origami. ouais, marketing digital, spécialiste opérationnel du marketing digital avec options programmatiques. À l'époque, il y avait encore des options. C'est ça. Euh, Est-ce qu'être un trader demande des connaissances énormes en mathématiques, Ajar? Alors pour le coup, je suis loin d'être une as en maths, donc j'ai envie de répondre que non. Par contre, ouais, ça demande quand même un minimum de rigueur. On est obligé d'être rigoureux, sinon ça va très très vite, on se plante très très vite. Rassurez-vous, en fait, aujourd'hui, les DSP, les plateformes d'achat en fait, qu'on utilise sont de plus en plus friendly, si je peux me permettre un tel terme. Ils sont en train de faire en sorte en fait, de pouvoir même aider le trader. Il y a une place importante de l'IA qui est en train de... Enfin, l'IA en tout cas est en train de grandir. Typiquement, quand j'étais chez HPH, il n'y avait pas cette option, mais aujourd'hui sur DV, par exemple, j'ai un truc qu'ils appellent intelligence, et quand je clique dessus, ça optimise ma campagne. Alors, c'est pas la meilleure solution, enfin pour apprendre, c'est pas du tout la bonne solution, mais par contre, je peux vous assurer que quand on n'a pas du tout le temps et quand vous avez trop de campagnes qui tournent, de temps en temps appuyer sur le bouton, ça soulage. Mais voilà, il ne faut pas que ça enlève toute l'intelligence du trader qui est derrière, et il n'y a pas besoin d'être un as en mathématiques. Non. Alors, bah, merci beaucoup. Merci, Hajar. Un Donc, énorme merci d'avoir pris le temps. on passe Je vous en à prie. répondre à toutes les questions. On va Ouais, essayer de répondre on à va, ouais, on va les prendre euh, dans l'ordre d'arrivée, comme ça. ouais. Donc, tu veux y ajouter quelque chose avant, Laura? Non, non, je crois qu'il y a des questions en fait qui vont être répondre par rapport à des choses ajoutées. Donc, D'accord. c'est bon. Ok, donc on va aller vite sur les réponses, hein. Je vois également qu'il est possible, à l'issue de la formation, de faire une alternance ou un stage, le taux d'insertion. Alors, il y a eu deux étapes, hein. Il y a un taux pré-Covid et un taux post-Covid, bien évidemment, et ça va répondre à une question qui avait un peu plus loin. Le marché n'est pas en ce moment ultra dynamique, et même si on arrive à placer, c'est forcément plus difficile, on y passe un peu plus de temps. On était sur les formations, enfin sur la formation marketing digital, on était systématiquement entre 100 et 90% d'élèves placés. Là, on doit être à 80-85 avec le passage du Covid de milieu. En général, le stage est vraiment un plan C, c'est même pas un plan B. C'est normalement, on n'est pas censé poursuivre Origami sur un stage, mais là, le contexte faisant, on a autorisé certains stages et on a autorisé à faire ça. On forme également au SEO, oui, on en a parlé pendant la formation, c'est une des formations qu'on fait. Alors, la solution alternative proposée par Google face à la suppression du cookie tiers, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il faudrait 1 heure pour vous expliquer tout ça, mais ça s'appelle la Sandbox. Et je vous invite à taper Google Sandbox dans Google. Ça ne fera pas exploser Google. Et ça vous permettra de comprendre un peu plus ce qu'ils proposent, donc la Privacy Sandbox de Google. Donc évidemment, j'y ai répondu par la situation Covid-19. Ah oui, est-ce qu'on doit faire du présentiel ou pas? Alors, On n'est pas en mesure de répondre dans la aujourd'hui. formation Origami, là, on est en distance en ce moment. Dans les entreprises, ça dépend vraiment des entreprises, en fait. Là, c'est vraiment un truc. Aujourd'hui, déjà, on ne sait pas comment ça va se passer dans 3 mois. J'espère que ça se finira par se détendre. Mais pour l'instant, par exemple, la formation, elle se fait 95% en distanciel. Nous devons trouver notre entreprise alternante par nous-mêmes. On met à disposition un système de matching qui permette d'avoir accès à notre réseau des entreprises qui ont travaillé depuis le début. Par contre, ça n'empêche pas que chaque élève peut trouver et faire sa recherche de son côté. Si on est des deux côtés en train de trouver, et c'est beaucoup plus facile et plus rapide de pouvoir trouver les contrats de professionnalisation pour continuer faire la deuxième partie de la formation et attendre que ce soit nous qui fasse 100%. Pour vous raconter un peu d'expérience, les élèves qui aujourd'hui n'ont pas trouvé des entreprises, il y a une grosse partie qui ont décidé de ne pas chercher de son côté, ça qui fait un peu plus difficile de trouver. Ceux qui, en fait, on était les deux côtés à trouver, on trouvait beaucoup plus rapidement dans les contextes actuels.
Et pour chaque parcours, il y a 200 candidatures, à peu près, oui. Et là, en moyenne, pour chaque formation, on reçoit entre 150 et 200 candidatures. Ça qui fait un peu compliqué, en fait, de pouvoir répondre très rapidement à tout le monde. Ça va répondre à une autre question qui est arrivée tout à l'heure de pourquoi, avec 200 par session, ça veut dire que c'est 400, 500 personnes qui postulent, qui posent des questions, ça qui prend un peu de temps de pouvoir répondre très rapidement. On est une toute petite équipe, donc j'essaye de faire au maximum de répondre très rapidement, mais parfois, ça prend un peu plus de temps. Yann, est-ce que l'alternance est obligatoire si on a déjà une expérience opérationnelle dans les secteurs? Bah, en fait, là, je veux dire, ce qui va compter, c'est surtout déjà quel type d'expérience c'est, etc. Normalement, si on a déjà une expérience opérationnelle dans le secteur, on ne devrait pas avoir besoin de faire la formation. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir trouver du boulot dans le secteur. Ou alors, ça veut dire que l'expérience opérationnelle n'est pas sur les bons canaux ou la bonne expérience. Dans ce cas-là, en fait, ça va encore une fois dépendre du profil, dépendre de plein de choses. Le parcours classique, aujourd'hui, c'est 3 mois plus 12 mois ou 3 mois plus 6 mois. Ensuite, si des personnes, ou que nous, on trouve des CDD ou des CDI, dans certains cas, on a sur 15 à 20 élèves, on en a toujours 2 ou 3 qui ne démarrent pas forcément sur une alternance. En ce moment, ça varie énormément en fonction des périodes, quoi. Est-ce que la formation et les métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Par défaut, oui. Il n'y a pas de raison, à moins que le handicap soit vraiment un problème par rapport au fait de suivre une formation à plein temps, toute la journée, pendant 3 mois. Il n'y a pas un handicap, mais plusieurs types de handicap. Donc, du coup, ça va vraiment dépendre de ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de filtre à ce niveau-là. L'alternance est donc confirmée ou non par un CDI auprès de vos partenaires. Nous, on ne peut pas garantir un CDI après parce que ça dépend de les performances de chaque personne. Si, normalement, une entreprise donne l'opportunité à une personne d'être entre 6 mois et 12 mois rémunérée auprès de son entreprise, si la personne donne des résultats, normalement, ça vient avec un résultat positif, un CDI. De notre côté, on ne peut pas garantir les contrats pro à la fin de la formation. On ne peut pas garantir un CDI à la fin parce que ça ne dépend de nous. Ça dépend de chaque personne, de l'investissement et de l'énergie que chaque personne va mettre pour monter en compétence, pour pouvoir y arriver à finir avec succès la formation. Et aussi, quand ils sont en train de faire les travail en entreprise, que la personne fasse tout pour pouvoir y arriver. Donc, ça dépend de chaque apprenant à la fin. Et aujourd'hui, on a 60 à 70% des contrats qui sont confirmés. Mais voilà, ça va encore une fois dépendre de chaque personne. Pendant les 3 mois, est-ce qu'on est rémunéré par Pôle emploi ou bien sommes-nous rémunérés autrement? Alors là, ça va dépendre. Enfin, de toute façon, la rémunération, c'est Pôle emploi. Ça va dépendre aussi de votre situation à ce moment-là. C'est-à-dire, si vous êtes encore en train de toucher des droits ARE, vous continuerez de les toucher pendant la formation. Si vous n'en touchez plus, on peut faire une demande de RFPE. Ça, c'est vous qui le faites de votre côté. Revenu de formation Pôle emploi, c'est un revenu complémentaire que Pôle emploi paye. Ce n'est pas énorme, hein, ça doit être 600 €, quelque chose comme ça, qui est un peu plus que le RSA quand même, qui permet de vivre pendant ces 3 mois de formation. Mais il n'y a pas de rémunération d'entreprise puisque vous n'êtes pas encore en contrat avec une entreprise. Les prérequis pour postuler sont-ils uniquement basés sur la motivation ou faut-il déjà avoir une base? Après, il faut faire une différence par rapport à quels sont les prérequis et quels sont les critères de sélection. Par rapport à les prérequis pour la formation marketing digital, il faut avoir un minimum de Bac plus 2 et un niveau d'anglais B1. Pour la formation référencement naturel ou éventuellement quand on va réouvrir la formation data analyst, il faut seulement... Non, pour les référencements naturels, il faut avoir seulement un bac, en fait, c'est tout. Pour les data analysts, un bac plus 2. Donc, ça, c'est les prérequis de formation. Après, pour les critères de sélection, nous, on fait une sélection basée sur les soft skills. Pour nous, ce n'est pas important s'il y a une personne qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, s'il n'a jamais eu des études en marketing ou marketing digital ou bien commerce. Pour nous, les parcours, ce n'est pas important. On va faire une sélection basée sur les soft skills parce que
dans tout métier, il y a des soft skills qui sont très importants. Et ce n'est pas les mêmes, par exemple, dans ce métier, l'ingénierie, l'administration, ça va être pas du tout pareil. Donc, on va analyser les profils de chaque apprenant pour voir s'il y a les minimums de soft skills nécessaires pour pouvoir réussir dans ce type de métier. Et c'est à cause de ça qu'on fait notre sélection. Pouvons-nous avoir par mail les 3 métiers? En fait, là, je vous invite vraiment à consulter le site internet. Il y a les métiers auxquels on forme et les 3 parcours de formation. Et le webinaire sera dispo en replay là, quand on aura tout compilé. On va le mettre sur YouTube en cachet et on partagera le lien vers le replay. Donc, vous pourrez revoir les différentes scènes. On le partagera aussi probablement sur notre LinkedIn. La formation de décembre-janvier, on a répondu déjà à cette question. Par défaut, la formation, elle est en présentiel. Sauf si on est contraint de la basculer en ligne. Donc, voilà, c'est comme ça que… Alors, si vous n'êtes pas placé en entreprise, oui, la formation, elle est validée. Malgré tout, des 3 mois, ça, il y a un certificat de formation. Par contre, la partie diplômante de la formation, qui est en cours de validation, hein, la reconnaissance du diplôme est toujours en cours. On n'a pas de garantie qui sera reconnue par l'État. Le dossier est chez France Compétences aujourd'hui. Mais de toute façon, le parcours diplômant, c'est le parcours total, en fait. Ce n'est pas le parcours des 3 mois, c'est le parcours des 15 mois avec les 12 mois d'alternance. Peut-on faire la formation depuis l'étranger? Non, du coup, on ne peut pas puisqu'elle est en présentiel. Et quand on est au chômage, on est éligible aux formations. Tout à fait. Notre formation, en fait, ont été faites pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui souhaitent faire l'insertion professionnelle. Donc, c'est tout à fait normal que si vous êtes demandeur d'emploi ou même en chômage, et que vous puissiez postuler à notre formation. Alors, la formation se fait aussi dans le cadre d'un master. En fait, la formation, elle s'autoporte. C'est-à-dire que si vous avez déjà un master, vous pouvez quand même faire la formation, il n'y a pas de problème. Le diplôme qu'on a déposé est un diplôme de niveau master, mais voilà, ça dépend vraiment de la validation de ce diplôme-là. Aujourd'hui, ce n'est pas de diplômant, c'est professionnalisant. Et j'avais fait un test à faire, je l'ai fait par la suite de votre part et je vous ai envoyé un mail d'explication en demandant une explication qui n'a jamais eu de réponse. Et comme je viens de dire, on reçoit beaucoup de mails, ça va arriver, on répond tout le temps, sauf ça peut prendre du temps, mais on répond tout le temps, la réponse va arriver. À l'issue de la formation, faut-il faire obligatoirement l'alternance? Je suis actuellement au chômage. Est-ce que je suis… Bon, la deuxième question, on y a répondu. Faut-il faire obligatoirement l'alternance? En fait, comme j'ai déjà dit, par défaut, c'est le parcours. C'est plus facile, forcément, hein, de démarrer comme ça quand on n'a pas d'expérience. Mais que si on a déjà de l'expérience et qu'on trouve une entreprise ou que nous, on a une entreprise qui nous dit « je ne veux pas un alternant, je veux un CDI » et que ça matche avec votre profil, pourquoi pas? Voilà, mais ce n'est pas le truc. Ça, là, on a déjà répondu. Emna? Ouais. Est-ce que vous aidez les apprenants à trouver leur entreprise pour la période de l'alternance? On a répondu. Oui. Et quel est le niveau d'Excel? Oui, TCD, recherche V, je crois qu'elle a pas mal répondu. En fait, il n'y a pas de niveau requis avant la formation. Par contre, il y a un niveau requis une fois en entreprise. Et c'est pour ça que pendant la formation, on fait une formation Excel. Et là, d'ailleurs, sur la prochaine promotion, on va envoyer en avance de phase des cours Excel pour que les gens puissent se préparer en avance pour arriver avec déjà une base de connaissances parce qu'on s'est rendu compte qu'on gagnait beaucoup de temps si on arrivait à mettre un peu tout le monde au même niveau avec des cours en ligne. On a jusqu'à le 23 novembre pour s'inscrire. Alors, pour être complètement honnête avec vous, et pour ceux qui souhaitent postuler pour la formation expert marketing digital, il faut le faire maintenant. On a reçu beaucoup de candidatures, même si on a ouvert le processus il y a 15 jours. Donc, si vous souhaitez avoir une opportunité pour décembre, il faut le faire dès maintenant et pas attendre au 23 novembre. Ça va être trop tard. Pour ceux qui souhaitent postuler à la formation SEO, vous savez jusqu'à le 23 novembre. Ok, depuis combien de temps travaillez-vous au sein de votre… Ah, ça c'était pour Emna. En fait, ça fait 1 an. Donc après le reste, l'autre question, je ne pourrais pas y répondre. 1 an et demi, presque 2 ans déjà. Parce qu'elle a fini en décembre 2018. Elle a débuté en janvier 2019. Alors, en termes d'évolution, bien sûr, ce sont des métiers très évolutifs, assez rapidement d'ailleurs. Emna et Ajar auraient pu vous en parler, mais c'est des métiers sur lesquels, au bout de 2-3 ans, on peut avoir beaucoup de responsabilités. Après, encore une fois, comme dirait Laura, ça dépend du profil.
qu'on a et de ses ambitions et de ses capacités aussi à ce moment-là. Alors, pensez-vous que la formation que vous proposez aille plus loin qu'une master école de commerce spécialisée en marketing digital? Je pense notamment à la programmatique et la pratique de la suite Google. On a 40% des élèves qui postulent chez nous sont des personnes qui ont fait déjà parcours marketing et qui viennent aussi, 30%, 40% qui viennent d'écoles de commerce. Ce sont des personnes qui se sont rendues compte qu'après la formation, qu'on a fait la pratique, les a donné ça qu'ils n'ont pas eu pendant leur étude. Pareil avec les jeunes qui ont un bac plus 5, les 80% des personnes qui postulent chez nous, qui ont fait la formation chez nous, sont des personnes qui ont eu déjà un bac plus 5, par exemple. Alors, anglais bilingue indispensable, non, pas du tout, c'est B1, le niveau indispensable pour marketing digital. Pour le SEO, pour l'instant, on n'a pas de limite. En fait, encore une fois, les prérequis qu'on impose, nous, à l'entrée dans la formation, sont des prérequis que nous imposent les recruteurs de l'autre côté. C'est pour avoir plus de chances de pouvoir placer, parce que former des gens pour les former, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est l'accès à l'emploi. Et c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. Encore une fois, sinon, on pourrait prendre tout le monde et former tout le monde. Là, l'objectif, c'est vraiment de maximiser les chances d'accès et donc d'essayer de voir avec les recruteurs sur quels critères jamais ils n'iront. Et voilà, bac plus 2, ça a été vraiment un critère où tous nous ont dit non, en dessous, alors encore une fois, on dit bac plus 2, mais ça va dépendre aussi de votre expérience. Si vous êtes dans une reconversion, que vous avez juste un niveau bac ou un niveau bac plus 2, mais que vous avez fait une expérience qui vous a amené à avoir une approche différente, etc., ça peut se discuter. Mais par défaut, c'est ça. Statut cadre, en fait, ça va dépendre vraiment de la personne enfin, des entreprises qui recrutent. La plupart des postes sont en statut cadre, pas pendant l'alternance, bien sûr, mais ensuite. Et il y a une question qui a sauté, en fait, qui était la question sur le salaire pendant l'alternance. En fait, ça dépend de l'âge de la personne. C'est jusqu'à 25 ans, ça va être 80% du SMIC, et au-delà, c'est 100% du SMIC, le salaire pendant l'alternance. Après, il y a des boîtes qui payent un peu plus, mais en ce moment, honnêtement, il vaut mieux se placer sur 80 à 100% du SMIC, parce que, encore une fois, les boîtes sont dans une prudence extrême à ce niveau-là. Doit-on nécessairement préférablement avoir un master pour faire la formation? Non. Non. Et comme on avait dit, minimum bac plus 2 pour expert marketing digital et web analyst. Pour SEO, c'est ouvert. Il faut avoir un minimum 18 ans, tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur la présélection aux formations? Alors, comme on avait dit, on fait une présélection basée sur les soft skills. Donc, moi, je vais faire une analyse de profil pour voir si la personne a les soft skills nécessaires pour pouvoir arriver dans ce type de métier. Si la personne là, on donne l'opportunité de passer à la deuxième étape des processus, que c'est l'entretien, où là, on va y aller plus en détail et voir quelle est la motivation et pourquoi, en fait, quels sont les projets professionnels de chaque personne pour comprendre si en effet les formations et ça qu'on offre et vont avec les projets professionnels de chaque personne. Un livre à conseiller, alors des livres de marketing digital, il y en a pas mal. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui sort parmi les autres, donc j'aurais du mal à vous conseiller ça, mais c'est plutôt des sites en fait comme BDM, comme enfin BDM, oui, c'est ça, comme le Journal du Net, des sites comme ça à regarder, mais un livre qui vraiment explique tout ça, il y en a plein. Et honnêtement, je pense qu'ils se valent tous. En tout cas, prenez les best-sellers et vous aurez déjà une bonne approche. Chacun a une approche différente, donc c'est difficile de conseiller ou de recommander. Nous, en tout cas, on n'a pas un livre spécifique qu'on fait ça. Et la prochaine formation spécialisée pour le marketing digital aura lieu en avril. Normalement, oui. Comme Yann avait dit, on est en train d'adapter la formation par rapport à ça que les marchés demandent. Et donc, normalement, en avril, on devrait l'ouvrir. On verra par rapport à comme les 2021 débutent. Alors, ensuite, on a n'aurons-nous pas de difficulté à trouver? Ça, j'ai déjà répondu. C'est plus difficile, mais on y arrive. Donc, ce n'est pas systématique, ça rend les choses plus difficiles, mais c'est une possibilité qui reste. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas placés en entreprise? Oui, ça, on a déjà répondu. Est-ce que l'esprit d'équipe est présent ou travaillez-vous en totale autonomie? Ils ont répondu, mais ouais, il y a quand même un fort esprit d'équipe en général dans les boîtes.
est-ce que nous, c'est à nous de chercher l'entreprise pour l'alternance origami à des partenariats? On a répondu, en fait, c'est les deux. Et il y Tranche a aussi d'âge, non, il n'y a pas de tranche d'âge spécifique, mais c'est pareil, c'est des métiers où on va démarrer en junior, dans des équipes juniors. Donc, quand on est déjà un senior avec 20 ans d'expérience, etc., bah, c'est forcément plus compliqué. Ce n'est pas forcément la formation la plus adaptée à ça. Pour ça, on est en train de travailler sur des formations justement de reskilling ou d'upskilling qui permettraient de faire ça. Est-ce qu'on va aborder le sujet de la formation SEO? Donc, on l'a abordé vite fait un peu au début. Euh, je vous invite à regarder le replay si vous êtes arrivé en cours de route. On n'a pas d'alumni SEO puisque la première session a démarré là en septembre et que donc du coup ils sont toujours en cours de formation. Donc ça va être difficile de vous montrer des gens qui sont en poste. Donc la formation SEO est toute jeune en fait. Est-ce que tu peux exercer en freelance? Donc ça, j'imagine que c'est par rapport à EMNA. Notre formation, elle amène à l'emploi, encore une fois. L'objectif, c'est ça. Après, on a des personnes qui en sont sorties en auto-entrepreneur. C'est une des possibilités. Malgré tout, quand on est auto-entrepreneur, c'est quand même bien d'avoir déjà un peu d'expérience. Parce que 3 mois de formation, ensuite être livré à soi-même et avancer comme ça, c'est compliqué. Des rendez-vous clients, meeting, je me demande si vous restez… Ah, mais ça, c'était pour EMNA. Donc, tant pis. Bah, oui, mais en tout cas, je peux répondre. Hein. C'est que oui, il y a des rendez-vous clients, il y a des rendez-vous avec Google, avec Facebook, avec les partenaires. peut-on intégrer la formation au sein d'Origami sans savoir exactement les métiers qu'on le souhaite exercer? Alors, c'est important de savoir, c'est clair que vous n'avez pas les compétences pour développer les métiers et c'est pour ça que vous allez faire une formation qui va vous donner ça. Par contre, il faut avoir une certaine appétence et intérêt pour tout ce qui est les marchés numériques, pour la culture et de la publicité en ligne et surtout de savoir en quoi consiste de manière générale. Ce qui est dédié à chaque métier sont des choses que vous allez apprendre auprès des centres de la formation. Et une question un peu plus globale qui s'adresse peut-être plus à Yann ou Laura, parmi les formations proposées et les métiers qui découlent. Il y a un type qui recrute embauche plus que d'autres. Ça varie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pas envie de répondre oui ou non à cette question. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est choisir par rapport à ses compétences, par rapport à ses affinités, etc. pendant la formation. Comme je disais, la data, on revoit le parcours parce qu'en fait, on se rend compte qu'on avait plus de mal à trouver des postes en sortie du parcours. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des parcours qui mènent à l'emploi à 100%. Voilà. Donc, il y a pas… C'est pas significatif comme ça entre nos différents métiers. En plus, ça dépend vraiment des périodes. On a déjà répondu les deux qui suivent. Et on a jusqu'au quand pour s'inscrire. On a répondu ça. Est-ce que vos formations sont certifiées RNCP? J'ai répondu, c'est en cours de certification, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Pourriez-vous expliquer plus précisément la partie entretien? On a déjà répondu ça. En fait, voilà, c'est une demi-heure d'entretien, de toute façon, avec un test pendant l'entretien. En fait, les résultats sont automatiquement partagés à partir du moment où vous postulez avec le même email et que vous cliquez sur le lien qu'on vous passe et que vous connectez à Assess First avec cet email. Automatiquement, ça va associer vos résultats à notre parcours. Marketing digital et les entreprises de médicaments. Là, je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas non plus la question. Mais si la question, c'est est-ce qu'on peut faire du marketing digital dans l'entreprise du médicament? En fait, dans la mesure où on n'a pas le droit de faire de pub pour les médicaments, c'est plus compliqué, mais ça existe. Hein, donc, voilà. Ça va être compliqué de trouver une alternance au milieu d'année ou c'est jouable? C'est jouable. En fait, à chaque session, on arrive à trouver. Donc, au contraire, parce qu'en fait, c'est aussi un moment où il y a moins de gens qui cherchent une alternance. Donc, c'est aussi possible de se positionner là. Quels prérequis sont exigés pour suivre la formation en marketing digital? On a déjà répondu, Bac plus 2 et niveau d'anglais B1. Si on est auto-entrepreneur mais demandeur d'emploi en même temps et faire votre formation, est-il possible de ne pas passer par la case d'alternance? En fait, la formation, encore une fois, Pôle emploi la finance en tant que préparation opérationnelle à l'embauche. Donc, l'objectif de la formation, c'est de démarrer ensuite un contrat. C'est pas la philosophie de départ de cette formation-là. Et justement, c'est pour ça qu'on travaille actuellement sur d'autres parcours.
Comment se passent les partiels? Alors, il n'y a pas de partiels, on n'est pas, on n'est pas une université ou une école de commerce, etc. Il y a des examens, il y a un examen et ensuite, c'est surtout du contrôle continu. Quelles sont les connaissances et compétences pour faire cette formation? Alors, on avait dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une certaine connaissance ou compétences particulières. À niveau des soft skills, le plus important, c'est la persévérance, le sens de l'organisation, d'être attiré par des tâches un peu variées et d'être très rigoureux et d'être très adaptable au changement. Les métiers de chargé de web marketing consistent plus précisément en quoi? On va bientôt devoir couper parce qu'on a d'autres choses qui s'enchaînent derrière. Et je vois qu'il y a encore 55 questions, donc on va avoir un peu de mal à répondre à tout. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est déjà, en plus, il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. On a répondu. Ce que je vous invite à faire, c'est si vraiment il y a une question dont la réponse n'était pas dans la présentation et que vous ne la trouvez pas aussi sur notre site internet, parce qu'on a quand même beaucoup d'infos sur le site avec une FAQ assez complète. En fait, sur le site, il y a 3 liens de contact en bas de la page d'accueil. Donc, vous allez sur www.oregami.com, oreegami.com, et vous pouvez à ce moment-là, hop, je vais juste balancer le lien dans le chat. Sur le site internet, il y a l'espace pour postuler pourquoi ça ne marche pas? Il y a une personne qui répond encore une fois si la formation sera en présentiel ou à distance. Ce qu'on a dit, en fait, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre cette question aujourd'hui. Il y a on n'a pas de visibilité et ça va dépendre en fait de quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre quand le moment de débuter les formations arrive. Si la situation le permet, on peut démarrer en présentiel, on fera en présentiel. Si on ne peut pas, on va quand même faire la formation, mais à distance. Si on est obligé de faire une partie en présentiel, une partie en distance, on fera comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse pour savoir exactement en décembre comme la situation sera pour pouvoir répondre aujourd'hui comment est-ce qu'on va dérouler la formation. On a 3 sessions par an pour chacun des parcours normalement. Après, ça dépend, ça va dépendre aussi des contextes, des financements, etc. Les sessions de recrutement, c'est octobre pour le parcours de décembre ou de janvier. C'est février pour le parcours d'avril. Et c'est mai-juin pour le parcours de septembre. Voilà. On vous remercie. On est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, encore une fois, s'il y a des questions vraiment capitales et que vous ne trouvez pas la réponse sur notre site, je vous invite à envoyer un email et d'être le plus détaillé possible dans les emails parce qu'on reçoit beaucoup d'emails. Donc, en fait, on ne peut pas faire 3-4 allers-retours sur un email. Si l'email n'est pas clair, on risque de ne pas répondre parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, de répondre. Il y a aussi un chat sur le site. Si vraiment la question est urgente, vous pouvez l'utiliser. Là, c'est pareil, il faut être indulgent. Il n'y a qu'une personne ou 2 qui répondent sur le chat, donc ils font aussi plein d'autres choses. Donc, on essaye d'être le plus frugal possible. C'est ce qui nous permet de faire une formation de top qualité parce qu'on investit tout notre argent dans la partie formation et moins autour. Et j'espère que ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses sur ces métiers et que ça va donner envie à certains ou créer des vocations. N'hésitez pas aussi à regarder un peu les alumni d'Origami. Vous allez dans LinkedIn, vous tapez Origami, vous verrez les gens qui ont fait notre formation. Et n'hésitez pas, certains sont tout à fait open pour répondre aux questions aussi directement. Et je pense qu'ils sont bien meilleurs ambassadeurs que nous, puisqu'ils ont fait le parcours, ils sont passés par là où vous êtes passés. Et donc, je vous dis peut-être à bientôt pour certains d'entre vous, si on vous voit en entretien, si vous postulez et si vous avez la chance d'être sélectionné. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.